Yo, ça y est, je reprends les vidéos sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle année 2021. Alors ici, pas de rewind de 2020, mais c'est plutôt une vidéo que vous me demandez depuis un moment où je me livre un peu plus et on fait le point globalement. Merci d'être de plus en plus nombreux à me faire confiance ici. Je vous prépare plein de surprises cette année, ça va être fou. Bonne vidéo. Comment ça va, Omar? Ça va et toi, frérot? Très bien. Je suis hyper content qu'on fasse cette vidéo tous les deux. Il était temps, ouais. Parce qu'en vrai, pour contextualiser, il y a énormément de gens qui me disent quand est-ce que tu parles un peu plus de toi. Et je m'étais dit, bah en fait, c'est quand même hyper mégalo de faire un face cam et de dire parler de soi-même. soi, Voilà. ouais. Alors j'aurais pu faire une FAQ et tout, mais je sais pas, ça je l'avais déjà fait. Et en fait, je trouvais ça plus cool d'avoir un vrai échange. Et je me suis dit, mais avec qui je pourrais discuter? Je me suis Qui va dit, me Omar. cuisiner? Forcément, forcément. En plus, j'ai parlé de toi plein de fois. T'es déjà venu sur ma chaîne déjà? Yes, Il y a on a fait un 9 plus, non? minutes avec, il y a un an et demi, je crois. Exactement. Il y a 1 an et demi, ouais, c'est vrai. L'été 2019, par là. Pour ceux qui ont vu le Entre Mecs avec Big Flo, je parle de toi dès le départ. Quand j'en ai parlé à un pote qui s'appelle Oumar, qui a une émission sur France TV Slash qui s'appelle Moonwalk. Ça fait plaisir. Et on est un peu dans la même écurie, dans le sens où on est sur France TV Slash tous les deux. Yes, Toi, t'as une émission qui s'appelle Moonwalk. c'est ça. Et au moins, Chaîne talent. exactement. Et au moins, j'ai déjà dit plein de fois que pour moi, t'étais l'avenir des intervieweurs. Et du coup, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui, quoi. Bah merci, frérot, c'est toi l'avenir. C'est toi l'avenir. Du coup, en vrai, je t'ai appelé vraiment hier. Je t'ai dit, mec, est-ce que tu veux qu'on discute ensemble? Et du coup, moi, je sais pas du tout les questions que tu vas me poser. Genre, je joue vraiment le jeu. Même moi, je sais pas les questions que je vais poser. Franchement, C'est parfait. Je j'ai joue eu le jeu quelques de... heures pour préparer. Donc, je me suis un peu renseigné sur toi, en effet. Mais, Ah oui. mais ouais, j'ai pas eu le temps de bosser comme sur les Moonwalk, une semaine d'enquête, etc. Mais on se connaît déjà, du coup, c'est un peu plus facile. Est-ce qu'on peut dire comment on s'est rencontrés? Disons Tu tout. te rappelles de l'histoire? L'histoire, ouais, c'était sur le Moonwalk de Lampal, donc c'était il y a un petit temps maintenant. Ouais. Ça fait plus de 2 ans. Ouais. L'interview était sortie, donc mon interview de Lampal, et tu avais laissé un commentaire où tu disais Oumar, tu es un bon intervieweur. Avec un petit cœur, je me Avec rappelle. un petit cœur. Ouais. C'est le cœur qui a fait la Ouais, différence. bah évidemment. Incroyable. À partir de là, moi, je t'ai suivi sur Insta parce que j'avais déjà Ouais. vu ton interview de Pana et je me suis dit putain, trop bien, qui regardent Moonwalk, qui suivent, qui donnent de la force et tout. Et à partir de là, du coup, on a discuté, on s'est capté et puis. Grave. Je crois on s'est rencontrés dans un bar le lendemain. Un truc comme Ouais, coup de foudre. ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Et à l'époque, je bossais pas C'est du tout avec vrai. France TV et tout. C'était le point de C'est départ vrai que de tout ça. l'interview venait de sortir et t'avais mis le message et je crois que ouais, je regardais même les chiffres de l'interview juste avant de te voir, donc c'était le lendemain. Ok. On s'est vu le lendemain de notre message. Je me rappelle que c'était rapide. Eh ben, quel coup de foot, Ben, ça fait plaisir. Voilà. Et 2 ans plus tard, je te laisse les clés de ma chaîne. Là, je peux Et foutre la merde. Là, tu fais ce que tu veux. Là, tu peux Incroyable. tout brûler. Là, tu dégages cette table. Écoute, j'ai envie de commencer par un gros truc. Bah, commence par le gros truc. On a le droit? Je sais pas ce que tu veux. Vas-y, je t'en prie. Bah, on en a parlé, tu m'as dit que t'écrivais un livre, frérot. Ah, waouh, ok. Donc là, les gens, La grosse personne n'est au info. courant. La grosse info. Ouais, putain. Ah oui, donc on démarre direct sur les exclus. J'ai envie, ouais. Écoute, j'écris un livre. Ça fait 1 an et demi que je veux le faire. Et j'ai trop peur du bouquin du youtubeur, tu vois. Le truc vraiment, il y a marqué 20 millions de vues sur YouTube, tu vois. Et en fait, tu l'ouvres et Ben tu se fais... révèle. Exactement. Et vraiment, il y a ta gueule en énorme. Et quand t'ouvres, eh ben, tu fais Y a putain, rien. c'est vide de sens, quoi. Et c'est juste un outil marketing. Et en vrai, pour être tout à fait franc avec toi, en septembre, donc là, il y a quelques mois, j'ai été contacté par énormément d'éditeurs. Mais je pense vraiment tous les plus gros éditeurs en France. Et là, je me suis dit, ouais, ok, il y a peut-être un truc à faire, c'est que je sens qu'il se passe un truc. Et en vrai, j'ai commencé à négocier avec des éditeurs. Et là, je vais écrire un bouquin. Même moi, tu sais, j'ai du mal à me dire, C'est je vais incroyable. écrire un bouquin. Non, mais c'est un truc de fou. Bah, tu sais que j'en parlais avec du coup Léna Situation qui a sorti son Ouais. livre. T'as dû en parler avec Ouais. elle aussi, je suppose, dans Insomnie. Et en fait, écrire un livre, c'est un truc de fou. C'est ouf. En vrai, tu sais, moi, j'ai 28 ans. Et en vrai, c'est très compliqué parce qu'en fait, je vais écrire un bouquin sur la masculinité, mais sur des choses je suis pas un expert, tu vois. Donc en fait, j'ai envie de faire du partage d'expérience et qu'en fait, ce soit prétexte à parler de plein de choses qui me sont arrivées et des leçons que j'ai pu en tirer aussi parce que ça peut aider d'autres gens, qui est clairement ce qu'on fait sur ma chaîne de manière globale, tu vois. Donc j'ai envie de parler de harcèlement scolaire, j'ai envie de parler enfin d'hypersensibilité, alors que, enfin, tout le monde me demande de parler d'hypersensibilité parce que je l'ai dit 2-3 fois et à chaque fois, je sais pas C'était comment l'intro, l'aborder. normalement, c'était ça mes questions. Ah de waouh, base. ok. Bah, on pourra en reparler. Hein. Grave. Mais voilà, ça, j'en ai jamais parlé et je me dis, ok, c'est le bon média pour le faire, tu vois, de faire ça dans un bouquin. J'ai envie de parler de mon retard de croissance parce que j'ai quand même eu un traitement hormonal pendant hyper longtemps. Enfin, tout ça, tu sais, ça rentre dans comment tu te construis en tant qu'homme. Et je me dis que ça va être trop cool là, de mettre ça sur papier. Donc là, en janvier, là, au moment où sort cette vidéo, je suis peut-être dans les montagnes où je suis en train de me faire un kiff. Je me prends un chalet dans les montagnes et vraiment, je suis obligé de me cadrer, quoi. De me dire, vas-y, je prends un moment. En où mode j'écris. poète Ouais. dans son chalet. Exactement. Je vais pas faire avec la machine à écrire parce que tu sais, c'est un peu le fantasme où tu fais la machine Ce à serait écrire trop stylé bien. de ouf même. Ouais, Fais-le, mais mec, frère. tu fais une faute de frappe, en fait, t'enlèves la feuille et tu recommences. Ouais, tu dois tout refaire. Il y a pas CTRL Z, tu vois. Ah ouais, c'est chaud les comptes. Ah ouais, non, les machines, c'est chaud. Mais frère, en vrai,
écrire un livre, pourquoi pour toi c'est plus important que tu vois, faire une vidéo, etc. Tu pourrais faire ce sujet-là dans une vidéo, Ouais. parler d'hypersensibilité, etc. En vrai, en vrai, c'est pas dit que je le fasse pas d'ici. Parce que tu vois, là, le bouquin, le temps que ça se fasse et tout, c'est un truc qui sortira à la rentrée prochaine, tu vois, en septembre. Et c'est pas dit qu'à un moment, comme je vais énormément me renseigner sur l'hypersensibilité, moi, là, je suis en train j'ai commencé le taf, tu vois, donc je suis en train de ressortir des trucs sur moi-même que j'avais essayé d'oublier. C'est presque une thérapie, tu vois, que je me fais à moi-même. Donc ça prend un peu de temps. T'es pas chaud de suivre une thérapie justement pour extérioriser un peu tout ça? Je sais pas, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est ma thérapie, tu vois. Si je sens à un moment que ça bloque, peut-être que j'irai voir quelqu'un, tu vois, Ok. pour essayer de sortir des trucs. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est ok, tu vois, que j'arrive à sortir les trucs et tout, et c'est un truc que je travaille depuis très longtemps, tu vois. Mais là, le fait de me dire, juste, je me renseigne un peu sur l'hypersensibilité, parce que je veux pas dire de conneries non plus, même si ça va être beaucoup de partage d'expérience, donc tu peux pas dire de conneries quand juste c'est des faits, tu vois. Mais c'est pas dit que là, dans les prochains mois, je me dise, ah, j'ai tellement bossé sur l'hypersensibilité que je vais en sortir une vidéo, et ça n'enlèvera rien des exclusivités qu'il y aura dans le bouquin, tu vois. Mais il y a un truc qui est un peu différent par rapport aux vidéos YouTube, c'est que, tu vois, je me suis lancé dans un rythme là depuis quelques mois d'une vidéo par semaine. T'as pas le temps de te poser Et forcément. t'as pas le temps de te poser, et surtout Ouais. quand il y a une vidéo qui sort, tu penses déjà aux prochaines vidéos, tu vois. Et il n'y a pas un truc physique, tu vois. Il n'y a pas un truc de putain, tu vois, tu le tiens dans les mains et t'as un truc d'accomplissement de te dire ça, tu vois, quand j'aurai mon bouquin dans les mains, je dirais ça, c'est du taf et il est là, tu vois, et ça bouge plus, c'est figé et c'est ok. Alors qu'une vidéo YouTube, en effet, elle est figée, tu la postes, c'est terminé, après ça t'appartient plus, tu vois. Ouais. Mais ça continue de bouger, tu vois, tes stats elles continuent de bouger, les gens ils continuent de commenter, etc. Tu vois. Il nous manque un truc un peu, moi en tout cas dans mon taf, tu vois, il me manque un objet, tu vois, un truc physique de me dire ça c'est l'aboutissement visuel et matériel, quoi. Mais t'as pas peur de te dire justement, t'as 28 ans et je raconte déjà ma vie dans un bouquin. Y a pas ce truc de c'est un peu trop tôt, non? Mais en vrai, c'est pour ça que je voulais pas le faire au début, tu vois. En fait, si tu le prends en mode autobiographie, ouais, là c'est boulard de ouf, tu vois. Bah moi je t'aurais clashé. Bah ouais, non mais en vrai, tu vois, c'est compliqué parce que tu vois, je sais que même Léna, son bouquin commence en disant ceci n'est pas une autobiographie, Exactement. etc. Tu vois. Elle Et justifiait beaucoup de ça d'ailleurs. ouais, ouais, et justement, et moi je veux expliquer le truc, je veux pas forcément le surexpliquer, tu vois, parce qu'il y a un moment, je pense que si c'est pas le cas, t'as pas besoin de justifier que c'est pas le cas, tu vois, les gens verront que c'est pas le cas. Mais en fait, quand je vois juste tout le bien qu'on fait avec les émissions, de partager des expériences, bah je me dis qu'en fait juste faire ça en bouquin c'est juste un autre média, un autre moyen de le faire, quoi. Et surtout ça me permet d'aborder des choses où je suis pas encore trop à l'aise d'aborder ces thématiques là en vidéo, parce que ça permet de l'aborder de manière un peu plus intime, tu vois. L'hypersensibilité jusqu'à maintenant j'essaie d'en parler mais je suis pas encore prêt, tu vois, et je sais que c'est compliqué en vidéo de vraiment parler de ça à fond. Tu sais, c'est comme quand t'as envie de t'expliquer avec quelqu'un mais que t'as peur de l'appeler et que t'es en mode je vais pas savoir trouver les mots à l'oral et du coup tu préfères l'écrire, tu vois. Bah là c'est pareil, ça va me permettre d'aborder des trucs qui sont pour moi trop compliqués à extérioriser à l'oral et de pouvoir me livrer aux gens là-dessus, quoi. C'est marrant parce que j'ai toujours eu l'impression que toi, il y avait jamais ce truc de je suis pas prêt d'en parler, tu vois. Justement, quand je regarde tes vidéos, quand je vois les gens qui parlent avec toi aussi sur ta chaîne, etc., je me dis toujours, mais ils se livrent tellement qu'ils ont pas de secret en fait, ces gens-là. Mais en vrai, non, en fait, c'est toujours un équilibre chelou dans le sens où dans mes vidéos, je me livre jamais gratuitement. C'est-à-dire que je fais pas du gossip, tu vois. Je vais jamais dire un truc. Tu vois, les gens savent pas si je suis en couple ou si je suis célibataire. Les gens ont jamais vu ma famille. Les gens, enfin, tu vois, il y a un truc où pour moi, si c'est juste du voyeurisme, ça m'intéresse pas. Mais si je livre un truc, tu vois, pourtant j'ai livré des trucs de ouf sur ma première fois, sur des trucs de sexualité, tu vois, Ouais, c'est ça. c'est hyper intime. Mais pour moi, à chaque fois que je livre un truc, c'est pas juste pour raconter comme ça et dire ah trop bien, les gens en savent plus sur moi. C'est plus pour dire voilà les leçons que j'en ai tirées et ça peut peut-être aider des gens à se dire ah moi aussi je l'ai vécu comme ça, je suis pas tout seul, etc. Quand on fait un entre mecs avec Darko sur être un bon coup, c'est pas juste pour se raconter le fait qu'on baisse des gens, tu vois. C'est juste de se dire bah en fait on montre une part de nous qu'on n'a peut-être jamais raconté, tu vois. Mais par contre, le fait qu'on voit un mec comme Darko, tu vois, qui a un profil télé-réalité, qui est suivi par beaucoup de meufs, qui joue vachement de son sex De son appeal, physique, de la ouais. masculinité, etc. Et bah juste le fait qu'à un moment, il se livre sur le fait que ouais, ça lui est arrivé d'être précoce, ouais, ça lui est arrivé de pas faire jouir sa partenaire, tu vois, tous ces trucs-là, de stresser avant le sexe et tout, tu vois. Bah juste le fait que cette personne-là, qui touche plein de gens, bah dise des trucs comme ça, et ben en fait t'as plein de jeunes, tu vois, qui se sont dit ah bah en fait trop bien parce que ce mec Ouais, qui les est un gens, ça modèle, leur permet de se reconnaître, etc. Mais il y a quand même cette idée de comment faire pour délivrer ces choses sans que les gens les interprètent mal, etc. Tu vois, moi je sais que par exemple dans mon taf, j'ai beaucoup de mal à me raconter, ouais, tu vois, à raconter ma vie. Genre si je vais faire une interview d'un artiste, ça va tourner autour de l'artiste, mais je vais plutôt rester dans l'intervieweur, tu vois, exactement comme tu je le fais fais là. de plus en plus quand même. Exactement. Tu balances des petits trucs sur j'essaye, toi. j'essaye, tu vois, j'essaye d'être un peu plus, d'incarner un peu plus le format parce que je pense que les gens ont besoin
s'identifier autant à l'interviewé qu'à l'intervieweur. Mais il y a cette impudeur aussi, tu vois, ce côté, même est-ce que ça intéresse les gens, tu vois. Cette question de est-ce que ce qu'on fait, vraiment, ce qu'on raconte, ça intéresse les gens. Est-ce que les gens vont se reconnaître? Mais tu sais que ça, je l'ai fait pendant longtemps, hein. Moi, la première année de ma chaîne, c'est moi qui donne la parole à des gens. On n'avait pas encore ce truc autour de la table où on discute et ce truc vraiment de bande de potes, mais c'était vraiment je donne la parole à des gens. Et même si j'ai encore ce truc-là, tu vois, il y a un Tartine de vie qui est sorti sur les drag queens par exemple, et bah je vais pas parler sur les drag queens, tu vois, parce que j'en fais pas, je fais pas de drague, etc. Mais par contre, je donne la parole à des gens. Mais en effet, moi, je pense que c'est hyper important d'avoir. Après, c'est des styles différents, tu vois. Au bout d'un moment, en fait, quand je voyais dans les commentaires que ça revenait vachement ce truc de t'es quand même très effacé et tu nous intrigues et on a envie d'en savoir plus sur toi, je me suis dit, ok, comment je peux avoir une place où je peux moi-même me libérer un peu plus, tu vois, et commencer à me légitimer, tu vois, à me dire, ok, peut-être que je peux apporter des choses intéressantes, tu vois. Chose que je voulais pas faire au début parce que pour moi, pareil, je me disais, je n'ai rien d'intéressant à raconter, quoi. Après, je pense que c'est aussi la posture, tu vois, difficile entre est-ce que je suis un journaliste intervieweur, est-ce que je suis un youtubeur, est-ce que les gens attendent de moi que je pose de bonnes questions, est-ce que les gens attendent de moi que je sois un incarnant et qui puisse être une figure d'incarnation et d'identification pour les gens, tu vois. Moi, je sais que je me pose pas mal cette question. Mais toi, effectivement, tu as trouvé le bon twist parce que, tu vois, parfois, moi, je me dis, mais Ben, il est journaliste ou il est youtubeur, en fait? Même toi, tu te définis comment? Moi, j'ai aucun souci avec le mot youtubeur. Le mot journaliste, pour moi, j'ai encore l'impression de me dire non, tu vois. Et puis en plus, surtout, je me sens pas légitime à dire journaliste parce que j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas de carte de presse, j'ai pas. Enfin, tu vois, en fait, pour moi, il y a rien dans mon parcours. Moi, je viens d'un cursus communication marketing, tu vois. Et pour moi, c'est plus ça, tu vois. Et j'ai aucun souci, tu vois. Souvent, là, on m'a invité sur France 2 il y a pas longtemps, là, sur Je t'aime, etc. de Daphné Burki. Et du coup, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on met. On met créateur de contenu, on met youtubeur, on met. Parce que souvent, il y a plein de youtubeurs qui détestent, tu vois. Le mot youtubeur? Ouais. Qui ont l'impression que c'est hyper réducteur et tout, ce que je comprends. Moi, en vrai, j'ai aucun souci à dire ça, tu vois. Moi, mon contenu, les gens qui me connaissent, c'est par YouTube. Pour moi, je suis un youtubeur et c'est très large, tu vois. En fait, soit il y a des gens qui me voient comme un journaliste sur YouTube, soit il y a d'autres gens qui me voient comme un youtubeur qui se rapprochent presque du journalisme. C'est ça. Et en vrai, la limite, elle est toujours hyper fine. Elle est fine, surtout que toi, tu poses des questions aux gens, que tu es hyper à l'écoute. Donc, en fait, c'est des valeurs propres souvent aux journalistes, tu vois. Moi, je sais que c'est souvent la distinction que je fais entre toi et moi. Moi, je me dis, vu que justement, moi, j'ai fait une école de journalisme, j'ai la carte de presse, etc., je me mets dans une posture journalistique, tu vois. Et du coup, je me dis, je peux pas raconter ma vie. Les gens s'en foutent, c'est pas mon taf. Je sais pas trop, tu vois, trouver la distinction des deux. Ouais, je sais pas, mais tu vois, on a une ref en commun qui est une grosse inspi qui est Mouloud Achour. Exactement. Et qui, pareil, a lui ce parti pris d'être un intervieweur. Moi, en fait, ma stratégie d'interview aussi, tu vois, et je vois beaucoup dans Entre Mecs, c'est souvent j'ai des invités qui sont des fois un peu réticents à se livrer, même s'ils font tous la démarche de venir parce qu'ils savent qu'ils vont se livrer. Mais pour moi, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Je me vois pas demander à quelqu'un de se livrer de ouf si moi je joue pas le jeu, tu vois. Ouais. Donc il y a un truc qui est préétabli de ok, moi je vais te raconter des trucs sur moi, je vais jouer le jeu et tu vas voir que c'est open et que toi aussi tu as le droit de te livrer, quoi. Donc là, en fait, c'est une manière de faire en sorte qu'ils se livrent un peu plus. Exactement, ouais. Ouais, c'est une des stratégies d'interview aussi, hein, tu vois, de se dire voilà, je te donne ça et je fais une partie du chemin et toi rejoins-moi. Ça vient de la com, ça. Ça, en vrai, ça vient de la com, ouais, complètement, mais qui sont des trucs que j'ai même pas appris en cours, tu vois. Mais en effet, qui étaient des logiques en agence de com qu'on avait aussi, tu vois. Donc toi, tu as fait des agences de com avant de lancer ta chaîne. Ouais. Moi, je bossais dans une agence social media. Je manageais des créatifs, quoi, qui étaient des rédacteurs, qui étaient des illustrateurs, illustratrices, des vidéastes, etc., infographistes et tout. Et j'ai kiffé, je fais ça pendant 4 ans, c'était trop bien. Et il y a un moment où, pour moi, je m'éloignais trop. J'avais été embauché au départ parce que j'étais photographe et que je faisais mes études de com. Donc j'ai été embauché en alternance sur mon Master 1, Master 2. Et puis après, ils m'ont gardé, quoi. Et on a fait grossir l'agence. C'était une toute petite agence qui est devenue beaucoup plus grosse. Et les challenges étaient fous. Et en fait, moi, les petites boîtes, c'est ce qui me branchait de ouf parce que c'est là où, en vrai, j'ai fait des trucs de ouf que j'aurais jamais fait pour mon âge, tu vois, dans une grosse boîte. On m'aurait jamais laissé les libertés. C'est ça, tu me dis, je manageais des équipes alors que tu devais avoir 22, 23 ans. C'est ça, exactement. Ouais. Comment tu le et je faisais des conférences, je donnais des cours aussi. J'avais pas encore mon master, que je donnais des cours à des masters, tu vois. Okay. Donc je donnais des cours même à des gens qui étaient plus vieux que moi, tu vois. Moi j'adore le challenge, vraiment, tu vois. Il y a un truc mais pas de challenge concurrence, tu vois, de challenge interne, tu vois. De me dire, putain, ça je l'ai jamais fait, je me repose pas sur mes lauriers, tu vois, c'est trop bien. Là je vais apprendre des trucs, tu vois. Et je vais sûrement me chier sur plein de trucs. Mais c'est ce qui va faire que je suis en train d'apprendre des trucs, quoi. Et en vrai, c'est pour ça que moi, j'adore l'échec, par exemple, tu vois. Pas le jeu, hein, mais j'adore faire des échecs. C'est parti. En plus, on a la table pour faire la pause. Mais j'adore faire des échecs parce que pour moi, si je commence à me chier sur un truc, c'est que je suis plus dans ma zone de confort. Ouais, mais je trouve que, tu vois, apprendre de l'échec, ça vient avec le temps. Là, tu as 28 ans, donc peut-être que tu as cette idée de l'échec m'a permis de comprendre certaines choses. Mais quand tu as 20 ans,
quand tu as 18 ans et que tu te prends un gros four dans la tête, tu vois. Je trouve que c'est difficile de se dire je vais faire de ma jeunesse une force, je vais faire de tout ce qui pourrait être une faiblesse un atout. Et je suppose que tu vois, les avantages des échecs, tu les as appris sur le tard. Ouais, mais en fait, la vérité, pas tant que ça. Parce que j'ai un souvenir de moi à 11 ans qui avait plus ou moins... j'avais bien insisté parce que je voulais organiser un festival de musique à l'époque. Et j'avais insisté, j'avais réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur de la culture de ma ville, tu vois. À 11 ans? À 11 ans, ouais. Et du coup, ou peut-être à 13 ans. 13 ans. Et, ça reste très tôt. ouais, non, mais c'est tôt, tu vois. Énorme. Et du coup, très tôt, en fait, t'as ces trucs d'échecs, t'es face à ces trucs-là et tout. Donc, en fait, je sais pas, j'ai toujours été très créatif et toujours... en fait, depuis tout petit, j'ai envie de créer des trucs. Mais tout le temps. Et aujourd'hui, en vrai, je vis mieux les échecs. En fait, très tôt, j'ai appris à apprendre de mes échecs. Mais par contre, chaque échec, au tout départ, je le vivais très mal. Et j'ai eu des phases de dépression énormes, etc. Et j'ai cru que, tu vois, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, ça sera ça ma vie, tu vois. Ça va être des cycles avec des états dépressifs hardcore, de remise en question de la vie, de tout, tu vois. Et après, ça ira mieux, etc. Mais après, j'ai compris aussi plus tard que c'était lié à l'hypersensibilité et j'ai appris à dompter un peu ce truc-là pour que mes émotions se régulent, tu sais. Et aujourd'hui, tu vois, les échecs, j'arrive à le prendre avec beaucoup plus de recul qu'avant, quoi. T'avais des états dépressifs dès l'adolescence? Ouais. Très tôt, en vrai, vers... je crois que mes premières vraies questions existentielles un peu hardcore, j'avais 6 ans, tu vois, où j'ai dû demander un peu le sens de la vie à mes parents, tu vois, et moi-même, je voyais pas trop le sens de la vie, tu vois. Tu te posais quel genre de questions à 6 ans? Bah, en fait, tu vois, c'est un peu la conscience de la mort, tu vois. Les premières consciences de la mort, et puis tu te dis, ben en fait, pourquoi... c'est quoi le sens de ça, en fait, tu vois? Genre, c'est un peu une mascarade, tu vois. On est tous là à essayer de se débattre, on a l'impression d'avoir des problèmes de ouf, mais en fait, quand tu prends un peu de recul, tellement des... Tu vois, On va juste mourir, ouais. C'est ça, en fait. Et c'est là que je me disais, mais en fait, du coup, ça sert à quoi de dégager autant d'efforts dans la vie si c'est pour tous finir pareil, tu vois? Je me dis, bah en fait, on peut tous vivre n'importe quelle vie et ça sert à rien de se débattre si à la fin, en fait, la finalité, c'est la même, tu vois. Et évidemment, j'ai grave changé d'avis depuis, tu vois, et maintenant, je le vois vraiment comme un espèce de temps imparti et je transforme ça en positif, tu sais, en mode, putain, on a ce temps imparti, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, tu vois. Et comment je transforme ça en... Et pour moi, la vie, c'est encore un jeu, hein. Vraiment, tout est un jeu. Tout ça, alors je te dis ça veut pas dire que je prends tout à la légère et que je suis pas triste des fois, qu'il y a pas des trucs qui me touchent, que je suis pas hyper sanguin sur des trucs et tout, mais pour moi, c'est un game, tu vois. On joue tous un jeu là. Comment t'as fait pour prendre conscience à 6 ans que la mort était la finalité? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je pense qu'il y avait dû avoir un décès même pas dans la famille, hein, parce que moi j'ai été vraiment un peu proche de gens, de vrais décès dans ma famille beaucoup plus tard. Mais je crois, je sais pas, ça devait être sûrement en primaire ou des trucs comme ça, tu vois, de proches qui décèdent ou des choses comme ça, en tout cas de familles de proches, tu vois, de familles de potes et tout. Et où là, tu sais, tu te dis, ah ok, donc ok, on n'est pas éternel, etc. Et après, je sais pas, c'est un truc extraordinaire, tu vois, à 6 ans de se rendre compte de ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc où, tu sais, on se rend tous plus ou moins compte que la mort existe à un moment, tu vois. Bah, on prend conscience de la mort. Si j'ai réfléchi à quel moment je sais pas, je trouve que justement, c'est un truc assez, pas adulte, mais prendre conscience de la mort, j'ai l'impression que c'est un peu un moment où justement où t'es plus vraiment un enfant et où t'as plus cette innocence. Je trouve que quand t'es petit, enfin en tout cas moi j'étais loin de tout ça, tu vois. J'étais loin de cette idée que un jour on va tous mourir. Après quoique je te dis ça, mais je crois qu'à 5 ans il y avait eu le 11 septembre, moi je suis né en 96, tu vois. Et il y avait eu ce petit choc de me rendre compte qu'en fait on n'était pas éternel et qu'on pouvait mourir et de manière en plus hyper injuste. Mais globalement, je trouve que quand t'es enfant, t'as cette innocence et toi, j'ai pas l'impression que tu l'aies forcément eu, tu vois. Non, moi j'étais en décalage avec tous les gens de mon âge, mais depuis que j'ai 6 ans, tu vois. Où j'avais l'impression de pas avoir les mêmes questionnements que tout le monde, j'avais l'impression je m'entendais mieux avec les gens beaucoup plus vieux que moi, tu vois. Mais dès le début, tu vois. Et ça, c'est un truc justement où ça a commencé à aller mieux autour de mes 18-19 ans, tu vois. Au moment vraiment où en fait j'ai eu l'impression que tous on devenait adultes et que ça allait, tu vois. Mais ouais, il y a eu un décalage de ouf, mais où tu vois, j'avais besoin de faire des projets de ouf quand j'étais gamin et tout, mais tout le temps. Alors, les petits de ton âge, de ta classe, tu les comprenais pas. Non. Et après, tu vois, j'ai pas été, même si j'ai eu des périodes plus compliquées d'exclusion et tout, mais comme beaucoup de gamins ont vécu du harcèlement et tout. Mais après, tu vois, j'ai pas été, j'ai pas vécu ma scolarité exclue, tu vois, du groupe, tu vois. J'étais pas le mec bizarre, tu vois. J'étais le gars qui arrivait à s'intégrer dans des groupes, qui arrivait à faire des pirouettes, qui avait un peu de bagou et tout, tu vois. Et du coup, j'étais le mec sympa, tu vois. Donc en vrai, j'ai toujours eu des potes et tout, tu vois, mais... T'étais le mec sympa avec de très bonnes notes? Moyen. Okay. Moi, j'ai eu un rapport à ma scolarité un peu étrange dans le sens où pour moi, je voulais pas être là, tu vois. Je n'avais aucun sens. Et surtout, je cherchais du sens dans tout ce que je faisais. Et pour moi, le système scolaire, tel qu'il est fait aujourd'hui, et j'ai peut-être pas eu les bons profs non plus, tu vois,
mais n'est pas fait pour donner du sens. Et en fait, on me demandait juste d'assimiler. D'appliquer des Ouais, exercices. exactement. Sans poser de questions, justement. En fait, c'était surtout ça, c'est que j'avais l'impression, mais très tôt, et j'en avais vite parlé à mes parents, et ils ont été hyper intelligents parce qu'ils m'ont vite dit, ok, t'as raison, t'es assez lucide là-dessus, t'as raison, mais par contre, il va falloir que tu fasses tes études et tu feras ce que tu voudras après, tu vois. En fait, toi, tu te demandais pourquoi on fait tout ça. En fait, moi, je sentais qu'on m'apprenait pas à être un adulte intelligent, qu'on me donnait pas les armes pour réfléchir par moi-même et pour me démerder derrière. On m'apprenait à être une personne qui connaît des informations communes et qui sait assimiler en masse et recracher en masse, tu vois. Et en fait, moi, j'arrivais pas parce que apprendre par cœur et tout, mec, les poésies, les trucs et tout, c'était un enfer. Moi, j'aimais bien. C'est vrai? Ouais, franchement, les Mais poésies... toi, t'étais bon élève, non? Ouais, j'étais bon élève. Mais je kiffais bien, ouais, réciter des poésies en classe et tout, devant Ouais. tout le monde. C'était un peu stressant, mais t'avais ce truc du bravo, en fait. Ok. Tu vois, le conseil de classe, à la fin, le trimestre, on t'applaudit, t'as eu des bonnes notes, t'as eu 20 sur 20 et tout. Je fonctionnais beaucoup sur ça, avoir Ouais. des bonnes notes, avoir les félicitations des parents qui soient fiers de toi aussi. Donc, je me posais pas forcément la question du sens de l'école. Je me disais juste, on est assis en classe, il faut avoir la meilleure note pour que tes parents soient contents, pour avoir tout ce que tu veux à la fin de l'année, etc. Je pense que ces questions que tu te posais, effectivement, sur l'avance que tu avais par rapport aux autres, ça a dû être diagnostiqué, ce truc-là, non? Ouais, bien sûr, mais après, moi, mes parents, ils sont vite inquiétés aussi, tu vois. Voilà. Et ouais, moi, après, je suis allé voir des psys, et c'est là que... Alors après, tu sais, les termes, ils ont changé à travers les générations. Maintenant, on parle de zèbre, mais à l'époque, c'était HQI, tu vois, haut potentiel. Donc, on m'a fait un test. Surdoué aussi. C'est ça, on parlait de surdoué, etc. Et donc, avec dans ce prisme de haut potentiel, tu avais tout cet angle d'hypersensibilité qui faisait aussi que j'avais des moments... En fait, c'était vraiment, tu sais, c'est des curseurs extrêmes, quoi. Il n'y a pas le milieu, quoi. C'est genre, quand je suis triste, j'ai envie de me buter. Et quand je suis heureux, mais c'est ouf, tu vois, c'est le meilleur moment de ma vie et tout. C'est ça, être hypersensible. Bah, en tout cas, t'as plein de prismes. Moi, j'avais ce truc-là, en tout cas. Mais en tout cas, oui, en gros, c'est ta sensibilité par rapport au monde. Donc, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi... moi, par exemple, il y a un moment où je faisais pas mal de concerts. Il y a des concerts où j'ai dû partir parce que la luminosité m'agressait et je n'arrivais même plus à ouvrir les yeux, tu vois. C'est quand t'avais tes tresses. Ah ouais, on balance les bails On direct. va parler de ça fort. Non, c'était... Oui, en vrai, je pense que ça a dû être par là aussi. Mais ça, on en parle après. C'est un sujet, C'est les vrai, tresses de j'ai eu des dreadlocks, ouais, c'est vrai. Putain. Mais ouais, et sur les sonorités aussi, et ça, c'est encore le cas, tu vois, c'est que je suis très très sensible au son. Ok. Donc des fois, il y a des sons persistants, il y a la musique trop forte, les sons trop forts, ça me... Tu sais, il y a un truc Hypersensible, vraiment... c'est pas que les sentiments, les émotions, Pas c'est que. aussi... C'est aussi lié au les sens. sens, ok. Ouais, exactement. Et après, il y a tellement de... Tu sais, c'est un spectre très large et chacun se positionne différemment. Et moi, il y a aussi tout un spectre sur l'hyper-empathie qui fait que En tout cas, j'ai la sensation de ressentir facilement ce que ressentent les gens. Ouais. Et ça, je crois que je l'avais raconté dans un entre-mecs sur pleurer. J'ai eu un vrai déclic là-dessus. En primaire, quand j'avais, je sais plus, un camarade de classe qui, dans la cour de récré, a fait tomber ses BN, tu vois, par terre. Et vraiment, je me suis mis à chialer, tu sais. Genre, j'ai senti ce truc d'injustice et de, tu sais, Pour toi, c'était TBN. Mais ouais, non, mais c'est ça. Ok. Et pour moi, tu sais, je voyais ce truc et je me dis, putain, mais ils sont foutus, tu vois. Genre, vraiment, le goûter est foutu et tout. J'étais presque Il va plus pas triste que la manger. personne, tu vois. Et vraiment, et c'est là que, tu sais, j'ai un peu... en tout cas, que j'ai conscientisé que je ressentais vraiment des émotions un peu hardcore par rapport à tous les autres, quoi. Mais les hypersensibles sont pas forcément surdoués, c'est pas forcément lié. Pas forcément, non, pas forcément. C'est souvent, on se rend compte que t'as ce spectre-là et tout, mais Ok. non, pas forcément. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu as réalisé après les BN que tu étais hypersensible, comment tu as essayé de réguler cette chose-là? Bah après, moi j'ai vu une psy qui a mis des mots là-dessus. On a fait une batterie de tests et tout. Et rien que le fait de mettre des mots dessus, en vrai, ça m'a aidé, tu vois. De me dire, t'es pas bizarre en fait. Tu fais partie d'une tranche de la population. Et je crois que là, on est à 20% de la population qui est hypersensible. Donc c'est un truc à vérifier. Hein. Gilda, ce montage, remettra le vrai chiffre si c'est pas le cas. Mais tu vois, en vrai, c'est pas un truc. C'est pas un truc exceptionnel en soi, dans le sens où il y a plein de gens qui sont hypersensibles. Mais le fait de le savoir, ça fait juste que tu comprends en fait ce que t'as, quoi. Et après, bah en fait. Parce qu'avant ça, tu comprenais vraiment non. pas. Mais Avant tu te ça. posais la question? Ouais, de ouf. Ah ouais, moi je me posais tout le temps la question. Et surtout, j'arrivais pas à le vulgariser à mes parents. Hmm. Tu sais, je savais qu'il y avait un truc bizarre, mais Tu j'arrivais sentais pas. que tu ressentais des Ouais. choses. J'arrivais pas à dire à mes parents, voilà ce qui se passe dans ma tête et je comprends pas, tu vois.
Mais du coup, en fait, à partir de là, tu comprends déjà que c'est normal. Tu vois, tu te dis, ok, c'est pas un truc bizarre où, tu vois, où j'arrive à moins gérer ma vie que tous les autres, tu vois. C'est juste que je gère avec ce bagage-là, et comme chacun gère avec plein d'autres bagages. Puis à partir de ce moment-là, en fait, t'as des exercices où t'apprends à gérer tes émotions, tu vois. Mais c'est mec, c'est encore un travail aujourd'hui, Quel tu genre vois. d'exercice du coup? Bah, t'as plein d'exercices de gestion d'émotions, tu vois, de juste te détacher de tes propres émotions, tu vois. En fait, moi, par exemple, j'étais très, très colérique, et je le suis encore, tu vois. Et T'es ouais, on colérique. dirait pas comme ça, mais je suis très nerveux. Et Ok. en vrai, là, tu me vois à 28 ans où je suis beaucoup plus posé, tu vois. Mais vraiment, à 15-16 ans, je pétais des câbles, tu vois. Vraiment, j'étais hyper colérique, je tapais dans les murs et tout. Vraiment, c'était. Pour rien du tout ou pour des raisons qui te semblaient importantes? Bah, pour moi, des raisons qui me semblaient importantes, mais en vrai, rien ne justifie une violence physique, tu vois. Après, je frappais pas des gens ni rien, tu vois. Mais qu'est-ce Mais- qui pouvait te mettre en colère à 15-16 ans par exemple? Bah moi, des trucs qui mettent encore en colère aujourd'hui, c'est l'injustice, tu vois. Moi, j'ai un truc où je sais que le maître mot, c'est dès que je sens qu'il y a un truc qui est injuste, ça me met hors de moi, mais que ce soit pour moi, pour les autres et tout. Un truc en général, et je veux dire qu'en ce moment, je me dégage un peu des médias et tout, parce qu'il y a un moment, l'injustice, tu la vois tous les jours, tu sais. Tu fais, oh, Surtout putain, cette année. Hein. cette année, c'est hardcore, tu vois, mais surtout. Et du coup, en fait, c'est ce truc de. Rien que le truc de te détacher des émotions et de dire c'est pas toi, c'est une émotion, et d'essayer de comprendre, en fait. Donc, en fait, quand t'es énervé, souvent t'es déconnecté de toi-même. Et donc, après, j'ai essayé de faire des exercices, de me dire, ok, là, je suis énervé. Et direct, tu dis, ok, là, c'est en ce moment même. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui m'a énervé et tout? Et t'essaies d'intellectualiser le truc au moment où ça arrive. Et tu l'acceptes et tu le laisses passer, quoi. Et Donc, rien que quand ça, on en vrai. sent une émotion, il faut réussir à prendre le recul, de se dire c'est une émotion, ça va partir et essayer de la gérer le mieux possible. Exactement. Et ce truc de se dire que c'est une émotion qui t'appartient pas, tu vois. C'est un truc passager qui est là, que tu dois pas refouler parce que c'est le pire truc de le refouler, tu vois. Les trucs de calme-toi, c'est le pire truc, tu sais. Quand t'es énervé, tu fais ah, calme-toi, c'est mort, tu vois. Mais même quand c'est quelqu'un qui te dit voilà, calme-toi, tu vois, ça va t'énerver encore plus, tu vois. Donc moi, je sais que quand je suis hyper énervé, je me casse. Si quelqu'un m'énerve, s'il y a un truc et que je sens que ça monte, plutôt que de m'énerver là comme ça, je sais que je suis en phase où je vais m'énerver, mais après c'est pareil quand je suis triste, c'est pareil quand j'ai grave envie de chialer d'un truc, c'est pareil quand je suis enfin tu vois toutes les émotions, tu vois. Quand c'est des émotions négatives, je préfère partir parce que socialement c'est tu vois, il faut pas, et je vais me poser dans un coin, je me dis OK, la question est en train de se passer, nanana, c'est pas si grave, tu relativises, tu t'accueilles l'émotion, tu sais que l'émotion elle va partir à un moment et après je reviens en société quand c'est OK, tu vois. Ça veut dire que ça t'arrive souvent de t'isoler parce que tu as une émotion négative. Pas moins souvent maintenant, mais ouais, ça m'arrive encore régulièrement, ouais, en vrai. Mais parce que tu vois, mais ça je pense que tout le monde, tu vois, quand t'es en colère, le nombre de gens que t'as envie d'insulter, tu vois. Ouais, mais il y a des Vraiment, gens qui insultent, ouais, tu vois. bien sûr, Il y en sauf a que qui font pas l'effort de s'isoler et de dealer le truc eux-mêmes, tu complètement. vois. Et ça m'arrive encore, hein. Tu sais, des fois il y a un truc qui part, tu vois. Il y a un truc où et surtout moi en plus, tu sais, je suis sur les réseaux, tu vois. Donc il y a un truc où les gens donnent leur avis sur moi constamment, tu vois. Et c'est hyper injuste. On revient à l'injustice aussi, c'est qu'il y a des gens qui balancent des mythos sur moi, il y a des trucs, enfin. Et du coup, tu sais, t'as des tweets et t'as envie de répondre direct en disant mais qu'est-ce que tu racontes, hein, tu vois. Il y a des tweets virulents sur toi. Ah ouais. Bah C'est alors. vrai. En vrai, il n'y en a pas énormément. Il y a eu une grosse vague. J'ai fait une interview sur Brut, Ouais. où je parle. En gros, le message global, c'est les hommes aussi ont des complexes et il faut travailler là-dessus. Donc, bah, évidemment, ça a été repris par une grosse partie d'extrême droite sur Twitter et ouais, j'ai reçu 500 menaces Ouais, il y de avait mort. des bails en mode ouin-ouin, quoi. Exactement, les hommes ouin. Ah, la féminisation des hommes en 2020. Ah, bah alors, putain, si même les hommes se mettent à chialer comme des meufs, où est-ce qu'on va et tout, tu vois. Mais en vrai, tout ce qui est mon combat aussi sur autour de la masculinité, tu vois. En vrai, j'ai des très bons amis qui ont connu plein de bad buzz, qui m'ont appelé directement, qui m'ont dit écoute, tu désinstalles Twitter. Ces gens-là, ils sont uniquement sur Twitter. Tu retrouves tes amis, etc. Tu souffles un peu et tout. Mais justement, moi, j'avais une question par rapport à ça, tu vois. C'est que tu as fait cette vidéo sur Brut. Et du coup, c'était plus du tout face à ta propre communauté. Tout le monde pouvait la voir. Et je trouve que c'est un mal nécessaire, tu vois, de faire des vidéos aussi pour des gens qui vont pas forcément être concernés, qui vont pas forcément adhérer à ton propos, pour essayer un peu de les titiller et de leur faire pas changer d'avis, mais en tout cas qu'ils aient d'autres points de vue, tu vois. Complètement. Donc je trouve que tu as supprimé, tu vois, Twitter, mais c'est Ouais. bien que la vidéo ait existé et que des gens aient pu la voir. Ouais. Ah oui, non, mais clairement, et tu vois, en vrai, je titille aussi ma communauté, hein, dans le sens où j'ai sorti à Entre Mecs, au moment où cette vidéo sort, la partie 2 est sortie, mais je sais pas encore ce qu'elle a donné, mais la partie 1 avec Freddy Gladieux, Panayotis Pasco et Aurélien Prévost, il y a eu énormément de commentaires de gens habitués qui ont été choqués parce qu'ils ont trouvé ça trop agressif, tu vois. Et en vrai, moi, Ouais, c'était ils ont trouvé aussi... qu'ils se prenaient tous la parole. Exactement, que Ouais, ça ouais. rigolait, etc. Mhm. Et que le rire...
là où moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir des gens qui sont moins déconstruits que d'autres gens que j'invite, tu vois, c'était aussi pour montrer que ce truc du rire, c'est aussi pour camoufler plein d'émotions et qu'en tant que mec, on nous a plus appris à être drôle que à exprimer nos émotions, tu vois. Donc en fait, c'est des masques qu'on se donne. Et pourtant, ils sortent des trucs de ouf, tu vois. Et l'épisode 2, je pense, il est même plus, tu vois, on va encore plus dans le deep et tout. Donc je pense qu'on verra. Hein. Ça se trouve, la chronologie ne donnera pas raison, mais je pense qu'il va plus plaire aux gens. Mais du coup, j'avais aussi envie d'assumer ce truc-là, de montrer aux gens qui me suivent et qui sont habitués, de voir que en gros on peut inviter n'importe quel type de mec et que en fait ça c'est aussi plus représentatif de la société aujourd'hui, tu vois. Mais c'est un gros débat que je voulais avoir avec toi par rapport à Entre mecs, justement. Et c'est cool que tu cites cet épisode-là parce que moi, souvent, quand je regardais Entre mecs, j'avais l'impression de faire face à des mecs hyper déconstruits, justement, sur plein de préjugés, plein de stéréotypes, plein de mecs, du coup, brillants, intelligents, ouverts d'esprit, etc. Et je me disais, mais les mecs dans la société, ils ressemblent pas aux gens autour de cette table. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, oui et non. En vrai, j'ai plein de contre-exemples, tu vois. Un mec comme Misak, qui vraiment a grandi en cité, habite encore en cité et tout, c'est un mec qui ne parle pas, tu vois. Il parle pas de ses émotions et tout. Et en fait, comme on est dans un espace safe qui existe très peu dans la vraie vie, en fait, c'est surtout ça. C'est que dans la vraie vie, mais même moi, en vrai, hein, j'ai très peu d'espace safe avec mes potes où on se dit vraiment les choses, tu vois. Là, il y a un espèce de truc où on est là, on est autour d'une table, on sait que c'est pour se livrer. Et il balance des trucs de ouf, tu vois. Et là, après plusieurs épisodes, il m'appelle pour me dire putain, mais ça m'a trop parlé, etc. Tu vois. Il y a un moment où, en effet, moi, je me suis posé la question de est-ce qu'on fait un truc pour bobo, même si je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, est-ce qu'on fait pas des formats pour des gens déjà convaincus, qui ont déjà intellectualisé ça. Et en vrai, pour moi, le vrai curseur, c'est le vrai élément qui répond à cette question, c'est quand je me balade dans la rue, en fait. Et en fait, quand je me balade dans la rue, je me fais arrêter, mais par des mecs en jogging, des mecs de 40 balais, des mecs de 18 piges, des gens mais de tout milieu différents, d'origines différentes, etc. Et je me dis, ah mais non, mais en fait, là, ça parle à tout le monde, tu vois. Là, ça parle à tout le monde et c'est un espace où, en effet, on peut voir... pour moi, il y a encore grave de trucs à faire évoluer dans le format, tu vois, en termes de diversité de mecs, en termes de tout ça. Mais c'était un truc qui était compliqué à faire au début, tu vois. En vrai, ça a que 1 an et demi entre mecs, tu vois. Et pour moi, il fallait que je commence par des mecs qui étaient OK pour venir. Mais en vrai, tu regardes l'épisode 2, l'épisode 4 d'Entre mecs, c'est sur pleurer, c'est avec Tanguy. Et Tanguy, en fait, il explique qu'il a un blocage pour pleurer, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout un mec déconstruit. Mais évidemment, je pense qu'on retient aussi beaucoup d'épisodes où ça a été aussi, tu vois, genre Axel Latuada par exemple, il est revenu plusieurs... Même le trio en fait qui est hyper déconstruit. Exactement. Il est revenu plusieurs fois, Axel par exemple, et c'est un mec qui est très déconstruit. Et donc moi je sais que j'adore parce qu'on a plein de discussions et tout, mais c'est pour ça que je l'invite pas à tous les épisodes. C'est aussi pour dire, bah en fait ce serait trop facile. À un moment, tu sais, tu t'invites que des mecs qui sont hyper déconstruits et tout. Ce qui ne veut pas dire que j'inviterai des mecs qui sont fondamentalement à l'inverse de mes valeurs. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi t'invites pas des gens virilistes, des gens masculins, etc. C'est que moi les débats ne m'intéressent pas. Être face à un mec qui est fondamentalement pas d'accord avec moi, ça va se transformer en joute verbale de chacun donne son avis sans écouter l'autre. Et t'as jamais vu un débat, t'as jamais vu un truc avec Zemmour où d'un coup Zemmour il fait bien. ah mais putain, vous avez raison, mais vous avez raison de ouf, tu vois. Mais, ça n'existe peut-être pas. pas quelqu'un de frontalement opposé, mais juste des mecs qui vont peut-être pas être aussi pas ouverts d'esprit, parce qu'il faut être ouvert d'esprit, tu vois, mais en tout cas des gars qui, là j'avais vraiment l'impression sur certains numéros de me dire en fait ils sont plus brillants, plus intelligents, plus ouverts d'esprit, c'est entre mecs bien, tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait limite tu te dis mais est-ce que c'est pas des mecs qu'on aurait envie d'être, mais est-ce que c'est des mecs qui nous ressemblent, tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu je vois. Mais en fait je pense que chaque épisode remplit des objectifs différents dans le sens où je pense qu'on a besoin de rôle modèle aussi, tu vois, et je pense qu'il y a plein de il y a plein de mecs 17-18 ans qui se construisent et qui me le disent d'ailleurs, qui m'envoient des messages après un épisode qui disent putain mais en fait j'ai envie d'être des mecs comme vous, tu vois. Voilà. Et là en construction c'est trop bien, tu vois. Et après d'autres épisodes comme tu vois quand j'invite un Freddy Gladieux qui s'est jamais livré, pour moi c'est un truc de ouf là sur le deuxième épisode il a raconté des trucs sur son père, il raconte des trucs sur des ruptures amoureuses, il y a un vrai bail, tu sais, genre Freddy je l'avais jamais entendu dire qu'il avait une relation de 10 ans avec une meuf, comment ça s'était fini et tout, tu vois, sur son ancienne vie et tout. Et pour moi c'est ouf d'avoir des gens que tu n'attends pas du tout. Et où là tu dis ah putain cool, on arrive tu vois, on arrive à sortir des choses et en fait on se rend compte que finalement peu importe comment tu sors les choses, si t'as très intellectualisé le truc ou pas du tout, il y a un truc d'universalité, tu vois. Finalement les mecs en vrai de manière humaine on aspire tous à la même chose, tu vois. On aspire à quoi? Bah en vrai tu vois c'est très cucu, mais en vrai on a tous des faiblesses, on a tous peur du rejet, on a tous besoin d'amour.
on a tous et on se construit tous avec du coup, des espèces de stéréotypes d'acceptation dans le groupe, tu vois. Genre toutes les constructions sociales, mais qui sont genrées autant pour les meufs que pour les mecs, bah en fait, on le fait pour être accepté par le groupe, tu vois. Et en fait, il y a un moment où juste, moi, j'aurais adoré qu'à 13-14 ans, il y ait un mec plus vieux que moi qui me dise écoute, moi aussi, je suis hypersensible. Du coup, je chiale alors que. Et tous les mecs se moquent de moi parce que je chiale. Moi aussi, j'ai eu un retard de croissance parce que du coup, j'étais physiquement plus petit que tout le monde. Moi aussi, tu vois, enfin, tout ça, tout ce truc-là, tu vois. Et Donc de en me fait, dire c'est ok. t'assumes ce truc de rôle modèle. Ouais, complètement. En Ok. vrai, ouais. J'assume le truc de rôle modèle, mais c'est tout le truc de me dire que je veux pas être un gourou. Dans le sens où pour moi, c'est ok de partager mon expérience sans dire que c'est la vérité générale. Parce que pour moi, mon vécu et mon discours n'est pas la vérité, tu vois. Entre mecs, c'est pas niquer des dogmes établis sur la masculinité pour réinsérer d'autres dogmes. Tu vois, de dire attention, un mec qui tait ses émotions, c'est pas bien. Donc surtout, si vous êtes un mec qui chiale pas, vous n'êtes pas un vrai mec, tu vois. Ça, c'est pas l'idée, quoi. Qu'il y a un dans le féminisme, on est quand même plus avancé que là-dessus. C'est des trucs que tu commences à retrouver dans certains trucs de féminisme où t'as des meufs qui se font insulter parce qu'elles se rasent, par exemple, tu vois, ou parce qu'elles portent des talons, ou parce que tu vois, et en fait tu te fais realpaguer sur des choix là où en fait le message c'est soit la personne que tu as envie d'être, et ben en fait là ça se transforme en soit la personne qu'on veut que tu sois, tu vois. Donc l'idée c'est surtout pas de rentrer là-dedans, mais en vrai s'il y a des mecs qui se retrouvent en moi, tu vois, parce qu'on a des similitudes dans nos parcours, bah grave, moi je le prends de ouf, quoi. Et comment toucher, du coup, les mecs qui vont pas du tout se reconnaître dans ta personnalité, dans celle de Toto, dans celle d'Omar, des mecs qui, du coup, vont pas forcément être des gars bien, tu vois, ça peut être des mecs toxiques, ça peut être des mecs violents, qui, eux, du coup, vont pas forcément être attirés par entre mecs parce qu'ils vont pas être portés par les mêmes idées que vous. Comment ces mecs-là, on les touche pour pas qu'ils changent forcément d'avis, tu vois, mais qu'ils aient au moins un autre regard sur les choses. Bah en vrai moi déjà je le vois, tu vois, déjà là on n'a plus Omar et Toto dans la bande, maintenant c'est 3 mecs différents à chaque fois. Donc déjà en termes de différence de personnalité, etc., on le ressent, tu vois. Mais tu vois là quand on a fait un épisode sur les cosmétiques, on a un Tanguy qui est un mec du sud-ouest, grosse barbe, rugbyman, tu vois. Déjà je sais qu'il va pas attirer le même type de mec que moi, tu vois, qui suis imberbe, petit, tu vois, y a rien à voir, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a plein de mecs qui vont pas s'identifier à moi, qui vont s'identifier à Tanguy, et pour autant avec Tanguy on défend les mêmes choses, tu vois. Donc tu vas ouvrir le spectre d'invités, en fait. C'est l'idée. Et après, moi, j'ai pas envie d'être un sauveur non plus, tu vois. Dans le sens où moi, je veux toucher à un public, à un plus large public. C'est pour ça que je fais pas uniquement du podcast. C'est pour ça que je suis grave attaché par l'image, par YouTube, etc. Parce que on va toucher un beaucoup plus large public et des gens qui se seraient pas du tout intéressés à des trucs comme la masculinité, tu vois. Mais par le divertissement, ils arrivent et ils se posent les questions, tu vois. Et moi, en fait, je veux juste qu'ils soient face à ces trucs-là et qu'ils se posent les questions. Après, moi, franchement, je suis pas le sauveur des mecs toxiques, tu vois. Je suis pas le sauveur des mecs violents. Je suis pas le sauveur de tout ça. Et moi, je pense qu'il y a plein de gens qui tant qu'ils sont pas prêts, ils seront jamais sauvés, tu vois. Et en vrai, c'est tous les gens qui regardent mes vidéos, c'est à eux d'abord de savoir ce qu'ils ont envie et s'ils sont prêts à changer. Mais c'est jamais moi qui vais essayer de convaincre quelqu'un, tu vois, de dire non mais vraiment il faut que vous soyez comme ça, etc. Tu vois. Et du coup, concrètement, pourquoi tu fais ça? C'est une bonne question. Merci. C'est une très bonne question. Non mais en vrai, je pense que déjà je le fais pour moi, parce qu'en vrai on va pas se mentir, on a tous ce truc démago de dire ouais moi je le fais pour vous, etc. Moi, en vrai ça me fait trop du bien, moi c'est une thérapie de ouf, hein. Mais même moi ça me remet en question sur plein de trucs, ça me fait avancer dans ma masculinité, dans la personne que je suis. C'est une vraie thérapie, hein, vraiment, et franchement tous les gars qui viennent autour de la table, pour eux aussi, tu vois, il y a un truc de vraie thérapie. Et en fait je me dis qu'à partir du moment où moi ça m'intéresse et moi ça me fait du bien, j'ai envie de le partager aux gens parce que ça peut grave toucher de gens. Et comme je te disais, moi j'aurais trop aimé que tu vois, à 17-18 ans, je vois ce contenu-là et je me dis, waouh, putain, ok, il y a des mecs qui existent comme ça, tu vois. Là où pour moi, j'avais pas les rôles modèles qui me disaient ces choses-là, tu vois. Donc, des fois, je me suis mis des masques, en fait, tu vois. Il y a des trucs où, entre mecs, tu vois, tu fais le mec un peu plus viril, tu fais genre, ouais, non, mais moi, je pleure pas devant ce film-là. Moi, c'est. Ou genre, tu sais, t'es avec une meuf, tu viens de rompre, t'as qu'une envie, c'est de chialer, etc. En mode, mais je l'aime trop et tout. Et en fait, avec tes potes, t'es en mode, non, je m'en bats les couilles, tu sais, une de perdue, 10 de retrouvée. T'as beaucoup été ouais. comme ça quand t'avais 17-18 ans? Ouais, franchement, j'ai eu des phases comme ça. Mais c'est des protections, hein. C'est vraiment des protections. Mais clairement, j'ai eu ça. Mais en vrai, quel mec n'a pas eu des phases comme ça où tu te mens sur tellement de trucs. Le nombre de fois où j'avais des potes, mais même au collège, tu vois, des potes où ça se passait trop mal dans leur famille. J'avais des potes qui se faisaient frapper chez eux. Enfin, tu sais, tu sens, il y avait une ambiance toxique et
ils avaient qu'une envie, c'est de chialer, c'est de dire bah les gars, vraiment c'est la merde. Et en fait, le curseur était à l'extrême inverse, où du coup il devenait hyper viril et c'était en mode ouais, moi rien de matin et tout, comment ça va les gars et tout. Et en fait, c'est des gars là que j'ai revus des années plus tard, tu vois, 15 ans plus tard. Et certains ont très mal tourné. Certains sont encore comme ça et d'autres par contre sont allés dans l'extrême inverse, ont éclaté la bulle en mode bah bien sûr que non, en fait ça va pas chez moi et maintenant il faut que j'extériorise parce que sinon c'est moi qui vais niquer ma propre famille et on va perpétuer le truc, tu vois. Et pourquoi on les porte tous ces masques à ton avis? Mais je pense que c'est la peur du rejet en vrai, hein. Tu sais, il y a un truc où il y a un système établi, si tu sors des cases, tu fais pas partie du groupe. Et pour moi, ce truc du groupe, en vrai, on croit que la cour de récré, elle s'arrête une fois que la scolarité s'arrête. La cour de récré, elle est encore là, hein. La cour de récré, elle est partout. Elle est dans la rue, elle est dans les entreprises. C'est la société, la cour de récré. Ouais, mais en fait, c'est les mêmes délires. T'as les mêmes trucs avec ceux qui veulent plus de pouvoir que les autres, qui veulent les maîtriser parce qu'il faut absolument, tu vois, qu'ils contrôlent tout, parce que sinon, c'est eux qui sont rejetés. Enfin, tu retrouves les mêmes trucs. Mais pour moi, tu sais, on est tous des enfants, hein. Vraiment, même mes grands-parents, c'est des enfants, tu vois. On est tous des gamins et on a essayé de dealer avec ça, mais on retrouve les mêmes logiques. Et pour moi, la peur du rejet, tu vois, c'est un des trucs où, évidemment, on a plus ou moins cette peur-là. T'as ceux qui ont tellement peur du rejet qu'ils préfèrent se rejeter eux-mêmes, tu vois, et dire, bah, moi, je suis hyper rebelle, nanana, mais en fait, personne n'est heureux, en fait, dans les deux cas, tu vois. Et en fait, bah, juste, tu sais, en fait, on sait que seul, t'as un instinct de survie qui fait qu'un être humain seul, il peut pas survivre, tu vois. Ça n'existe pas, on a besoin les uns les autres, on a construit une société qui fait qu'on a besoin les uns les autres. Et je pense qu'on est tous dans des masques comme ça pour rester dans ce système établi, quoi. Et du coup, tu penses que c'est primordial de retirer le masque, de faire exploser la bulle, ou on peut quand même s'épanouir dans ce modèle-là en gardant ces failles-là qu'on veut cacher, quoi? En vrai, moi, je t'avoue que je sais pas. Je pense que... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu en as fait un combat de ce truc-là, de retirer les masques, alors que tu as plein de mecs qui restent dans leur virilité un peu toxique. Complètement. Et qui vivent très bien. Alors, forcément, ça peut être aux dépens de certaines personnes quand c'est abusé, mais est-ce que c'est nécessaire forcément? Bah en fait, tu vois, c'est pour ça que je te dis que l'idée, c'est pas de remettre des dogmes en disant ah, t'es un mec qui pleure pas, c'est que t'as forcément un problème et essayer d'être le sauveur, t'es en mode, t'es pas tu vois, il y a un truc qui va pas, c'est le pire truc. En fait, tu culpabilises pas les mecs qui gardent leur masque? Pas du tout, Okay. Pas du tout. Et pour moi, en fait, tu peux garder ton masque toute ta vie, tu vois, si tu veux. Après, moi, là où ça devient problématique, en effet, c'est quand t'es dans un système d'oppression. Et on va pas se mentir, on est dans un système d'oppression, tu vois, où forcément on s'est construit comme ça. À partir du moment où tu as des privilèges quelque part, il faut te poser la question, tu vois, de dire ok, si moi ça peut m'aller, en tout cas je vis dans un... Moi c'était différent, moi j'ai eu très tôt des questionnements où ça m'allait pas, tu vois, mais parce que physiquement j'étais pas viril, dans ma tête, dans rapport à mes émotions, j'étais pas viril, en tout cas je correspondais pas à ce carcan de la virilité, tu vois. Donc très tôt il a fallu, tu vois, que je me dise ok, bon de toute façon le masque, tu vois, il sert à rien, tu vois, je vais pas faire la caïra, tu vois. Il est transparent le masque. Exactement. Mais en vrai, tu vois, c'est une question que je me suis aussi posée, je me suis dit mais est-ce qu'on continue pas comme ça, tu vois. Finalement il y a des gens qui sont très heureux, tu sais, c'est un peu ce truc de me dire en fait plus t'en sais, plus tu te renseignes sur des choses, moins t'es heureux, parce qu'en fait plus tu réalises en fait plus tu te poses des questions, plus tu te prends la tête constamment et moins t'es heureux. Et il y a vraiment ce débat là de est-ce qu'on continue la vie sans se poser trop de questions, sans trop de regarder d'entre mecs, etc., ou est-ce que on se pose à un moment donné, on fait une introspection, on essaye d'être meilleur, tu vois. Ces questionnements-là, je les ai tout le temps. Parce que vraiment, je me remets en question tout le temps et j'ai vraiment pas l'impression qu'on est parfait avec entre mecs et tout. Mais j'essaie qu'on soit meilleur à chaque fois. J'essaie de faire en sorte que justement, on de servir à quelque chose. Parce que pour moi, à partir du moment où je fais une vidéo qui n'a aucune utilité, j'arrête en fait, vraiment, tu vois, ça n'a aucun sens pour moi. Mais en vrai, chaque entre-mec que je sors, je reçois tellement de messages de gens à qui ça a aidé, tu vois, quand on fait une vidéo sur l'homosexualité ou sur la virilité, justement, avec Alex Ramirez, mec, mais je reçois des centaines de DM de gens qui ont entre 17 et 35 ans, tu vois, qui me disent, ok, ça a été un déclic, j'ai fait mon coming out à ma famille et en fait, je me suis rendu compte que j'avais l'impression que tout allait bien dans ma vie et en fait, j'avais un poids énorme là-dessus, tu vois. Et là, j'ai sorti donc là, c'est pas lié à la masculinité, mais c'est forcément toujours lié. Mais j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Comment ça va vraiment, où on parle de santé mentale, de vraiment s'intéresser aux autres, de recréer du lien et tout. Mais là, elle est sortie il y a quelques semaines. Je reçois des DM tous les jours de gens qui me disent, ok, j'ai accepté le fait que je n'allais pas bien et que ça faisait des années que je me mentais et c'est en train de me libérer d'un poids. Et en fait, souvent, on a l'impression qu'on va bien, mais tu sais, tu remets un masque par-dessus, c'est vraiment le masque smiley que tu te mets sur la tête. Tu fais, mais regardez ma tête, ça va super bien. Et tu t'enlèves, tu fais, mais en fait, c'est un masque depuis le début, tu vois, c'est en carton, c'est de la merde. Et je pense qu'on a besoin d'électrochocs quand même. Je pense qu'en vrai, je crois pas du tout à la déconstruction maximale, tu vois, vraiment ce truc parce que c'est sans fin en fait. Tu peux pas dire, il y a toujours un truc qui ira pas, tu vois. Faut pas essayer de griller les étapes déjà parce que tu peux éclater au vol. Je pense que chacun il va step by step, tu vois, et
Et il faut être vachement ouvert et patient avec les gens et chacun son parcours perso, tu vois. Et à notre mort, chacun, on sera pas au même processus de déconstruction, mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est d'où on partait, tu vois, et comment on a fait pour travailler ça et finir sur notre vie en mode ok, cool, tu vois. Je suis à l'aise avec moi-même et c'est ok, tu vois. Toi, c'est quoi les sujets où tu te sens pas assez déconstruit? Mais en vrai, il y en a énormément, tu vois. Moi, en vrai, sur mes relations aux autres, il y a plein de trucs où je suis pas encore déconstruit, tu vois. À 28 ans, j'ai l'impression d'avoir une relation hyper saine avec les gens, mais en vrai, je me remets tout le temps en question et je sens qu'il y a encore plein de trucs qui vont pas, tu vois. Mais je crois que c'est sans fin aussi, tu vois. J'ai accepté de pas être parfait en relation amoureuse, par exemple, tu vois. De me dire, je fais le meilleur de ce que je peux, mais ce sera jamais parfait. Et en fait, c'est pas grave parce qu'à partir du moment où je fais une erreur, mais que cette erreur, elle me permet d'être meilleur derrière, tu vois, bah, je continue et je m'auto-flagelle pas, tu vois. En vrai, tu vois, c'est un peu ce truc où ça m'énerve un peu cet argument des hommes ouin que je reçois autant de la part de certaines féministes que de la part de certains masculins. Tu vois, c'est très bizarre d'avoir des gens qui se frappent dessus et moi je suis au milieu et je me fais frapper par tout le monde, tu vois. Soit t'en fais pas assez, soit t'en fais trop, enfin tu sais jamais. Et pour moi, c'est pas homme ouin, tu vois, c'est pas genre on se victimise, c'est de dire ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Personne n'est parfait, tu vois, et comment moi je peux faire en sorte d'être meilleur à chaque fois, tu vois. Mais c'est vraiment pas le truc de dire venez, on détruit tout et demain on est tous parfaits, tu vois. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver, de culpabiliser constamment. Donc voilà, donc en vrai, je sais plus ce que c'était ta question. Mais... La question, c'est ouais, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu n'es pas déconstruit? En fait, je te énormément. posais la question parce qu'il y a une story de toi qui m'a marqué. Ouais. C'était pendant les enjeux Black Lives Matter, tu sais. Tu avais mis une story où tu avais dit voilà, j'ai pas réagi à la disparition de George Floyd, j'ai pas réagi aux manifestations pour Adama parce que, en tant que blanc, je savais pas comment réagir. Ouais. Et je me suis dit, tiens, il y a certains sujets qui sont pas encore totalement déconstruits chez Monsieur Ben, tu vois. Complètement. Mais au-delà du racisme, c'était même la déconstruction de ma responsabilité et de la prise de parole, tu vois. Et en vrai, et qui devient aussi l'injonction à avoir un avis sur tout et à avoir une prise de parole sur tout. Quand il y a eu tous ces événements-là, j'ai reçu des messages qui m'ont dit si tu réagis pas, c'est que tu cautionnes et que tu fais partie des agresseurs, tu vois. Et je me suis dit, waouh, putain, en fait, ça veut dire si je réagis pas, on me dit que je suis raciste, tu vois. Et j'étais en mode, waouh, ok, alors comment je fais? Comment je réagis? Et en même temps, il faut que je fasse la bonne prise de parole parce que t'as aussi beaucoup de blancs qui ont réagi et qui sont fait alpaguer parce que du coup, ils prenaient aussi la parole des concernés, tu vois. Donc en vrai, c'est hyper compliqué. Tu marches sur des œufs, tu dis, est-ce que je réagis? En fait, t'as l'impression d'avoir tort dans tous les cas. À ce moment-là, je savais pas comment faire une prise de parole qui fasse avancer les choses et je savais pas si c'était moi qui devais avoir une prise de parole qui fasse avancer les choses. Et je voulais pas mettre un carré noir, tu vois, sur Instagram comme après on a eu les carrés bleus avec les Ouïghours, etc. Parce qu'en vrai ça me paraissait hyper démago, c'est de faire allez hop, ma petite BA est faite, allez je me commande un petit domac maintenant et puis je joue à la play, tu vois. Et en vrai tu vois j'ai toujours pas sorti de format sur le racisme alors que je me rappelle j'en avais parlé avec Omar Mebrouk qui est beaucoup avec moi dans les vidéos et je l'ai appelé, non c'est lui qui m'a appelé après que j'ai fait cette story qui m'a dit mais mec, tu vois lui qui était sans papier, qui a expliqué ça dans Entre mecs, tu vois qui est marocain, enfin il y a un vrai truc là-dessus où on s'est appelé, je lui ai dit mais moi je sais pas comment réagir et lui il m'a dit mais en vrai tu n'es pas obligé d'avoir une opinion, tu vois. Enfin en tout cas tu peux avoir une opinion mais t'es pas obligé d'avoir une opinion là maintenant dans l'instant T et de réagir et on est tous dans la réaction et plus vraiment dans l'opinion maintenant, tu vois. On s'oblige tous à réagir et le lendemain c'est terminé, tu vois. Et en vrai moi ça m'a grave travaillé mais tout comme ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur le racisme et j'en ai parlé à une pote qui est noire, qui est très médiatisée et qui est lesbienne, tu vois, et qui m'avait dit mais moi par exemple tu vois quand j'ai dit que j'étais lesbienne, tout le monde voulait que je sois la porte-parole lesbienne et tout, il y a des trucs dont je veux pas parler, tu vois. Donc du coup, c'est pas parce que c'est un truc qui te caractérise que ça doit être ton combat, par exemple, tu vois. C'est pour ça que moi, je me ressens pas comme militant d'une masculinité positive, tu vois. Pour moi, en fait, je partage des choses que je suis, mais je me sens pas militant, tu vois. Pour moi, c'est pas ma cause, ma raison de vivre et tout, tu vois. Et je lui en avais parlé, je lui avais parlé du racisme et tout, et je lui avais dit, mais est-ce que tu penses que moi, je peux donner la parole à des gens, tu vois, qui sont concernés, etc. Ou est-ce qu'en fait, à un moment où je laisse les gens faire et tout. Et elle m'avait dit, mais en vrai, tu vois, si t'as un privilège, profite de ton privilège pour en faire un truc bien. T'en as tellement qui ont des privilèges et qui, en fait, continuent à alimenter le système et qui en profitent pas justement pour essayer d'inverser ça. Donc elle m'a dit, moi, ça me choque pas que t'aies un privilège et que tu donnes la parole aux gens sur ce sujet-là, tu vois. Évidemment, sans parler à la place des concernés. Mais c'est pour ça que là, il y a un tartine de vie qui va sortir sur la transidentité. Je donne pas mon avis sur la transidentité, tu vois, j'en ai pas, j'ai pas de vécu là-dessus, etc. Toi, t'es un micro que tu tends aux gens, en fait. Exactement, ouais. Et moi, je pense que c'est plus la naïveté et l'ouverture d'esprit de donner un espace de parole, en fait, tu vois. Un espace de parole qui soit safe. Mais ouais, ça m'avait grave travaillé, hein, ce truc-là, où je m'étais dit, putain, mais si tu t'aides, tu fais partie des oppresseurs. Je me disais, ouais, mais en fait, ça veut dire qu'il faut que je réagisse tout le temps sur tout, tu vois. Et en fait, ça veut dire que je suis plus jamais dans la réflexion et tout, quoi. Bah, en fait, surtout, ça donne lieu au débat de la hiérarchisation des combats. Tu vois, quel est le combat sur lequel il faut se positionner? Parce qu'on peut pas se positionner sur tous les combats. On peut pas se positionner sur l'environnement, sur le racisme, sur
l'homophobie, bref, tous les Ouais. combats qu'il y a. Mais c'est pour ça que ça m'avait intéressé cette story que tu avais pu mettre, parce que je me suis dit, tiens, Ben là, il doit choisir son combat, tu vois. Et en même temps, je suppose que ça te travaille et que là, il y a cette volonté aussi de parler de ce sujet parce que Complètement. c'est un sujet hyper important, quoi. Et en même temps, tu vois, c'était horrible parce que j'ai l'impression que quand tu mets un pied dans le militantisme, les gens en attendent encore plus de toi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, si tu fais rien, on va rien te dire. Mais si tu commences à faire un peu, on va te dire ah mais t'en fais pas assez, tu vois. Et moi j'étais là en mode mais les amis là vous m'attaquez là-dessus en mode tu fais partie des oppresseurs. Qui c'est qui se tape des mascus tous les jours, qui te disent que t'es une fiotte, qui disent que la féminisation c'est ça les hommes qui deviennent des femmes aujourd'hui et tout. Et tu te prends ça en pleine gueule constamment. Tu vois, je me dis en fait je reste une personne humaine et je peux pas porter tous les combats de tout le monde. Et ça veut pas dire que tu vois que ça me touche pas, tu vois. Mais est-ce que du coup t'es plus attiré par les combats qui te concernent, qui concernent tes proches? En vrai, forcément, je pense que t'as un affect, tu vois. Genre, même si en vrai, la masculinité, c'est universel, tu vois. Pour moi, ça n'a pas de couleur, tu vois. Ouais, mais toi, t'as vécu aussi, t'as un passif Exactement. sur ce sujet, forcément. Et parce que je me sens plus légitime dans ce combat-là, parce que j'ai un ressenti, tu vois. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens de dire je ne suis pas raciste, tu vois. Je soutiens, tu vois. Je dis, bah ouais, j'espère, en fait, tu vois. Genre, tu vois, t'es genre, à quel moment, tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont dit, alors par contre, bah, dans ce combat, je suis raciste, hein, je préfère le dire, tu vois. Donc, non, évidemment que je soutiens, mais par contre, je me laisse aussi le droit de pas avoir. De pas être expert, en fait. Exactement. Et de pas avoir une opinion directement maintenant, de dire j'ai déjà l'idée, le truc, je fais une prise de parole là-dessus. Je me laisse le temps de prendre le temps justement de me dire le jour où je vais en parler, ce sera très réfléchi et j'estimerai que ce sera utile aux gens, quoi. Et que ce sera pas faux aussi, que ce soit un combat aussi qui t'intéresse et un combat que tu essaies de porter tous les jours. Moi je sais que tu vois par exemple sur les moonwalk, maintenant je fais attention, j'essaye au maximum de parler de ces enjeux-là, de discrimination, etc. Parce que je le veuille ou non, je m'appelle Oumar Diawara, tu vois. Et donc, je sais que si je le fais pas, qui d'autre le fera? T'as l'impression de devoir être un porte-parole, du coup, là-dessus? Non, c'est pas un porte-parole, mais c'est juste que je sais qu'il y a des combats qui peuvent me concerner plus que d'autres. Et donc, comme tu parlais d'affect, il y a forcément ce sujet qui peut plus m'affecter, moi, les miens, les gens autour de moi, etc. Donc, je dois en parler. Pas moi, mais en tout cas, à travers les personnes que j'interviewe, c'est des sujets qu'il faut que je mette en évidence, tu vois. On a fait un moonwalk avec Rokhaya Diallo, justement, à la suite de tout ce qui s'était passé suite aux violences policières et ça me tenait à cœur de mettre en avant une personnalité comme ça pour parler de ces sujets-là parce que je me disais il faut que je le fasse parce qu'on est obligé de rien du tout, tu vois, mais si je le fais pas, moi, avec les gens qui m'entourent, etc. et mes parents, etc. Enfin bref, c'est dommage parce que je vais pas parler que de trucs festifs, etc. alors qu'il y a des choses qui se passent qui concernent certaines minorités, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il faut effectivement, comme tu le dis, choisir ses combats en fonction de ses affects. Pas être un world saver, tu vois, tu peux pas sauver tout le monde. Mais effectivement, quand il y a des combats qui te touchent et qui touchent tes proches, si tu as l'occasion d'avoir un micro et de pouvoir tendre le micro à des gens, il y a une forme de responsabilité, je pense. Complètement. Tout à l'heure, du coup, on parlait du fait que toi, tu faisais pas mal de vidéos pour déconstruire certains clichés, etc. Mais en même temps, depuis que tu es petite, tu as cette hypersensibilité. Je trouve ça assez dingue que ton taf, ce soit de recueillir les témoignages de certaines personnes. Même là, pour ton dernier Entrepote, tu as reçu plus de 12 000 messages, je crois. 12 000 vocaux de personnes qui te disent comment ils se sentent. Je me sens bien, je me sens pas bien. Donc, qui parlent de leur santé mentale. Quand tu es hypersensible, ça doit être hyper chaud. Ouais. Mais en vrai, je pense que c'est pas par hasard, tu vois. Je pense qu'en vrai, si je fais ça, c'est pour me challenger et combattre ce truc-là constamment, tu vois. Mais après, en vrai, il y a un truc hyper positif, c'est que je me prends les émotions des gens dans la gueule, même si j'ai appris à compartimenter aussi, parce que là, je le fais au service d'un contenu, tu vois. Donc, je réfléchis toujours en termes de ligne édito, tu vois. Où évidemment, c'est pas... Tu le prends pas personnellement. Non. En vrai, le premier que j'ai fait sur Nos Amours en confinement, c'était hyper compliqué parce qu'on était tous enfermés, enfin vraiment, et c'était la première fois que je le faisais et vraiment j'avais reçu plus de 3000 vocaux, un truc comme ça, et il fallait que je... Donc là j'avoue j'ai pleuré plusieurs fois, il y avait un espèce de truc où il fallait que j'évacue, tu vois. Sur le deuxième c'était pas le cas, même s'il y avait des histoires hyper dures, mais surtout moi c'est l'empathie que j'ai avec les gens, tu vois, qui... Je pense que c'est ce que les gens ressentent, que en vrai quand je suis avec quelqu'un et que j'écoute des gens, que ce soit à distance avec mes abonnés ou autour d'une table, c'est pas fake, tu vois. C'est que je fais pas genre ouais. Et du coup par rapport à tu sais ce truc où on a tous des gens, l'animateur télé. Ouais, et on a tous des gens, tu sais, où ils nous écoutent pas et tu le sens et à un moment en fait t'as plus envie de parler parce qu'ils t'écoutent pas, ils s'intéressent pas à toi. Et moi fondamentalement les gens, mais je me nourris des gens en vrai, tu vois. Les réalités des gens, les questionnements qui peuvent se poser et tout, pour moi on peut tous s'inspirer de ça, tu vois. Et je me dis putain il a vu ça comme ça, mais c'est trop intéressant. Donc ouais, en vrai je combats mon hypersensibilité en faisant ce que je fais, mais tu vois même
Tu vas sur Twitter, tu tapes ton propre nom, tu vois. En vrai, comme je te disais, tout le monde a un avis sur toi. Et maintenant que ça commence à marcher, tu vois, quand je faisais 20 000 vues par vidéo, évidemment, personne n'avait un avis sur moi, tu vois. Maintenant que en vrai, je fais 3 millions de vues là, sur la chaîne, on fait 3 millions de vues par mois, tu vois. Donc ça devient un petit média, tu vois, c'est trop bien. Carrément. Mais du coup, forcément, en fait, les gens doivent être soit d'un côté, soit de l'autre. Soit ils aiment pas, soit ils adorent, etc. Et tout le monde a besoin aussi d'avoir un avis. En vrai, moi, je sais que l'avis qu'ont les gens sur moi, c'est pas un avis sur moi, Ben Never, tu vois. C'est un avis sur l'image de Ben Never, tu vois. C'est quoi l'image qu'ils ont de toi, les gens? En vrai, ça dépend, tu vois. Pour moi, il y a plein de gens, et en grosse majorité, tu vois, c'est des gens qui disent ah, trop bien, c'est ce renouveau sur YouTube. Il y a un truc hyper humain, hyper empathique, de donner la parole à des gens qu'on voit pas forcément sur YouTube, d'aborder des sujets qu'on n'entend pas trop, qui sont très tabous et tout. Mais après, je sais aussi que tu as des gens, tu vois, qui n'aiment pas le fait qu'on parle de masculinité parce que pour eux, on a zéro truc à remettre en question et c'est seulement un combat de femmes, tu vois. Là où moi, je pense que le patriarcat, c'est des injonctions faites aux hommes et aux femmes et où en fait, les deux doivent remettre des trucs en question pour se dire mais en fait personne s'y retrouve donc maintenant il va falloir qu'on remette ça en question. Tout le monde n'est pas de cet avis là, tu vois. Donc forcément quand t'es pas du même avis, en gros tu le fais savoir sur les réseaux et en général sur les réseaux t'as pas de demi-mesure, tu vois. T'as rarement des gens qui font je ne suis pas exactement d'accord avec ce qu'a dit Ben Never et tout. C'est que si t'es pas d'accord que tu réagis. Exactement, et donc ça se transforme en il faut égorger Ben Never, tu vois. Ça c'est des trucs que j'ai lus, tu vois, des trucs de on va le retrouver, il faut qu'on retrouve où il habite, on va tuer sa famille et tout, tu vois. Tu fais waouh, ok, c'est hardcore. Mais encore une fois, c'est des gens que je croise jamais dans la rue, tu vois. Et surtout, pour moi, c'est un symbole qu'ils attaquent et une image plus que moi, parce qu'en fait, moi, ils me connaissent pas. Mais en fait, c'est horrible à dire, mais comme les gens qui m'adorent, finalement. Ça se trouve, je suis un gros connard dans la vie, tu vois. Genre, ils aiment. C'est le cas. Mais non, mais voilà, tu vois, on peut le dire aujourd'hui. Non, mais c'est un connard. En vrai, tu vois, c'est le truc de. Mais c'est le cas pour toutes les personnalités, en vrai, tu vois. Il y a des gens énormément plus connus que moi ou qui ont des problématiques pareilles, mais. Multiplié et tout, et juste et c'est ce qui me fait ne pas éclater au vol pour l'instant. C'est pour ça que je protège aussi ma famille, que je protège tu vois une grosse partie de ma vie privée, que j'arrive encore à séparer les deux, tu vois, de me dire il y a des valeurs que je défends et une personnalité publique que je suis, même si elle n'est pas complètement différente de la personne que je suis dans le privé, qui fait que le positif c'est cool, je le prends avec plaisir, mais que le négatif j'arrive à m'en détacher et que je sais que c'est pas des attaques personnelles, quoi. C'est du taf surtout parce que ça te prend du temps. De quoi, mes vidéos Ton ou taf. tout? Bah oui, non mais mec, en vrai, j'étais trop content de devenir mon propre patron et je le suis toujours parce que t'as des comptes à rendre à presque personne. Mais tu crois trop que tu vas. Tu sais que c'est les semaines de 3 jours, des trucs comme ça. Et en fait, bah non, mec, c'est tout le temps. C'est-à-dire que ton cerveau il s'arrête jamais. Là, on tourne, on est vendredi après-midi. Demain, il n'y a pas de week-end, tu vois. On tourne encore demain. Dimanche, j'ai une vidéo qui sort, donc il faut que je gère le lancement. Il va falloir que je prépare la semaine d'après et tout. Et... C'est combien d'heures de taf par semaine? J'en sais rien, mais en vrai, tu sais, franchement, c'est du non-stop. Hein. Des fois, il y a des périodes où je me réveille dans la nuit et je me dis ah putain, ça, il faut absolument pas que j'oublie, nanana. Il faut que je dise ça à un des prods ou enfin, tu vois, le moindre truc, tu sais. Mais ça, je pense que ça vient aussi du fait que c'est un métier passion, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une chance. Mais effectivement, dans ces métiers-là, on n'a pas forcément le cerveau qui s'arrête. C'est pas du 9h, 18h30 et ensuite on rentre à la maison et on fait autre chose. C'est le taf, on continue. Mais comme tu dis, il y a quand même cette peur que ça puisse te bouffer, tu vois. Complètement, ouais. Mais je pense qu'il y a une problématique de plein de freelance, tu vois. Tous les gens qui sont indépendants, je pense qu'il y a ce truc-là aussi. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai pris des bureaux, par exemple. J'ai pris il y a 3 mois des bureaux pour ne plus travailler dans mon appartement, tu vois. Et ne plus... Parce qu'en fait, t'as plus de limites et tout. Et maintenant, je laisse mon ordinateur au bureau. Et comme ça, je m'oblige à ne pas travailler chez moi. Et j'arrive chez moi et je me dis, ok, là, je suis dans un espace où il faut que j'arrête de penser à ça. Je vais pas te dire que je check plus mes notifs et tout, tu vois. Mais au moins, je sais que je gère plus de mails, je gère plus mes notes de vidéo, mes trucs comme ça, tu vois. J'essaie vraiment de compartimenter, quoi. Et les sollicitations des gens? En vrai, je reçois trop de DM sur Insta, par exemple, tu vois. Ça, c'était horrible au début parce que je culpabilisais de pas répondre aux gens. Tu sais, je me dis, putain, cette personne a pris le temps de m'écrire un pavé énorme de remerciements et tout. Je suis quitte, c'est pour pas répondre. Et en vrai, aujourd'hui, c'est humainement impossible, tu vois. Ce serait presque à temps plein, tu vois. Parce que je reçois une centaine de DM par jour, tu vois, et plus quand il y a une sortie de vidéo, tu vois. Et en fait, humainement, c'est impossible. Mais il y a cette peur du rejet, tu sais. Il y a ce truc de se dire, mais attends, si je réponds pas, la personne, elle va dire que je suis un gros connard, et elle va plus m'aimer, elle va m'unfollow, elle va arrêter de suivre mon taf et tout, tu vois. Et juste ça, j'ai fait le deuil là-dessus, tu sais, en me disant, non, mais en fait, c'est ok, tu vois. Et humainement, tu peux pas, et concentre-toi sur ce qui fait du bien aux gens. Concentre-toi sur tes vidéos en fait. Je me rappelle quand on s'était vu pour le 9 minutes avec, tu m'avais dit j'ai pas mon téléphone toute la journée et je me pose en rentrant à la maison pendant 1 heure, je me prends 1 heure et je réponds à tout le monde. Ça je le fais
un peu moins en ce moment parce qu'en fait, j'ai même plus le temps de prendre Même cette une heure-là, heure. tu l'as Ouais. plus, ouais. Ouais, mais parce que mec, il se passe des trucs de ouf là cette année. Mais en début d'année, on était 90 000 abonnés. Hein. Là, on est pratiquement 300 000. Enfin, c'est dingue. En vrai, il s'est passé 1000 trucs. Et puis, tu vois, j'ai ma nouvelle émission qui arrive là sur France TV Slash. Il y a Insomnie, on a signé 20 épisodes. C'est trop bien. C'est tous les mardis là, ça marche trop bien. Plus d'autres enfin, tu vois, le bouquin qui arrive, tout ça. Enfin, en vrai, il y a tellement de projets là. Puis une vidéo par semaine sur ma chaîne aussi, ça on l'a C'est pas ça. dit. Mais en fait, c'est avant, je faisais énormément pas de ça. taf. et produite, c'est-à-dire que là il y a un studio, il y a une équipe technique, enfin tu vois, c'est pas, j'ai pas allumé ma caméra, j'ai dit 2-3 trucs, on sort une vidéo de 10 minutes. Là c'est une vidéo qui dure, je sais pas, peut-être durer 2 heures cette vidéo, tu vois. Carrément. Et c'est pareil pour les tartines de vie, pour les entre mecs, etc. Donc c'est un challenge de fou de dire je veux que le contenu il soit quali toutes les semaines, quoi. Tous les dimanches on sort un truc. Et en vrai, bah ça en termes d'orga, t'es obligé de prioriser. Il y a des trucs que tu dégages de ta vie, quoi. Qu'est-ce que t'as dégagé de ta vie cette année? Malheureusement, il y a plein de trucs perso que j'ai dégagé de ma vie. Hein. Je vois presque pas ma famille, mes potes d'enfants, je les vois presque plus et tout. Donc il y a un truc perso que je vois plus trop. Et après, c'est plus dans les projets, tu sais. Tu priorises. Il y a des trucs que j'aurais accepté avant, que j'accepte plus. En vrai, là, j'accepte des partenariats parce que je vis de mes partenariats sur ma chaîne. La vérité, les 3/4 des partenariats, je les refuse, tu vois. Alors que ça marcherait, que c'est des bons budgets, c'est des marques avec qui ça matche bien. Mais humainement, c'est impossible. Je peux pas gérer autant d'OP, autant de trucs tout le temps. Donc je priorise. Et donc ça, que j'accepte plein de choses. Mais tu sais, il y a un rapport à l'argent aussi là-dessus. Hein. Ma première année, quand je suis arrivé à Paris, il y a 2 ans, j'avais 10 000 abonnés. Je m'étais dit, il faut que je vive de ma chaîne au bout d'1 an. Donc je m'étais laissé 1 an, mais t'as 10 000 abonnés. Tu te dis, mais à quel moment, au bout d'1 an, tu vas vivre de ta chaîne et tout. C'était un gros challenge. Et au final, ça a marché, tu vois. Mais j'ai vécu, mais avec que dalle. Mais vraiment, pendant 1 an, je vivais avec rien. Et j'étais raccroché à cette passion, tu sais, de me dire, mais je sais pourquoi je le fais et tout. Mais j'en étais vraiment arrivé à, mec, il y a un truc que je faisais, c'est que il y a certains restaurants, notamment, il y a un truc de poutine à Paris. À un moment, ils faisaient une poutine achetée, une poutine offerte. Et genre, j'avais tellement pas de thunes que genre, j'achetais une poutine pour avoir une deuxième poutine. Ah. Je la mettais au frigo. Et tu l'as mangé le lendemain. Et genre, la poutine, ça me faisait 2 jours, tu vois. Donc, il y a des moments où 2 poutines, ça me faisait 4 jours pour bouffer, tu sais, parce que j'avais plus de thunes, quoi. Et à côté, tu te fais le sourire dans la vidéo et tout, alors qu'en fait, ta fierté, tu sais, elle est hardcore, tu sais. T'es dans un pays, enfin, tu vois, t'es en France, tu vois, t'es quand même dans un pays développé et tu te dis, et surtout, moi, je ressortais d'un taf d'agence où tout allait très bien pour moi et tout, et quand tu fais le point sur toi-même, tu fais, putain, j'habite dans cette cage à lapins à Paris, et en fait, ce loyer, il me coûte une blinde par rapport à ce que je gagne, comment je fais et tout. Et en gros, là, maintenant, c'est bizarre parce que maintenant, franchement, je gagne bien ma vie, même si c'est hyper éphémère, on sait pas quand ça va s'arrêter et tout. Là, je suis en train de changer mon mindset là-dessus parce qu'en fait, quand tu restes 1 an à base de il faut que j'ai un business model, il faut que je gagne de l'argent parce que je vais crever, et ben en fait, je suis encore dans ce truc-là, tu sais. Je suis encore dans le truc de non, mais attends, il faut que je gagne de l'argent parce que je suis en galère. Et là, j'ai fait un point sur mes comptes, tu vois, et je suis en mode non, mais en fait, c'est ok, maintenant, tu as le droit de te reposer, tu vois. Donc là, je suis dans la période où tu me vois parce que je suis fatigué aussi, mais où je me dis ok, maintenant, on arrête. Ces galères de thunes, c'est terminé. Maintenant, tu te poses et tu peux te permettre de ralentir le rythme, etc. quoi. Du coup, là, tu vas un peu moins sacrifier tout ce qui est vie perso. Ouais, franchement, je vais essayer là. Je vais essayer. Après, tu vois, en vrai, j'ai toujours été un peu comme ça. J'ai toujours eu une vie un peu passion, mais là, en ce moment, je suis en train de prioriser de ouf parce que je sais que je vais avoir des regrets énormes. Bah, en fait, c'est ça. Moi, je me pose souvent la question de est-ce que le pro peut prendre le pas sur le perso? Est-ce que finalement, même si le perso, c'est ce qui nous passionne, tu vois, parce que on a la chance, comme tu disais, de faire un taf qui nous plaît, etc. Mais est-ce que l'enjeu final de tout ça, c'est ça? Est-ce que l'enjeu, c'est de faire des heures sup et de rendre une bonne vidéo à la fin de la semaine? Ou est-ce que l'enjeu, c'est de travailler, de kiffer son travail, mais ensuite de rentrer à la maison et d'avoir une belle vie aussi à côté, tu vois? Surtout que, bon, t'as 28 ans, t'as pas 50 ans, tu vois? Mais il y a quand même cette idée à un moment donné, il faut construire aussi personnellement. Ça, vu que j'ai vraiment un boulot passion et que j'ai jamais eu cette logique, tu vois, J'ai plein de potes qui ont des tafs alimentaires, dans le sens où en fait leur taf ne les intéresse pas, mais ça leur permet de gagner de l'argent et de se dégager énormément de temps en dehors pour faire plein d'activités, passer du temps avec leur famille et tout. Et tu vois, c'est des priorités de vie différentes. Et moi, je sais que j'ai besoin d'avoir un boulot qui prenne ma vie, qui soit d'utilité, où je me sente utile en fait, tu vois. Avant, je voulais être éduxp ou assistant social, ou tu vois, j'avais que des trucs où j'étais en mode je dois me sentir utile tous les jours. Et j'ai réussi à le retrouver dans la com en faisant cette chaîne et tout, tu vois. Mais là, de plus en plus, tu vois, je me rends compte que ça peut vite te bouffer en fait. Et que là, en vrai, mec, j'ai passé 4-5 mois là, où c'est mon taf. Et en fait, je suis en train de me dire, mais quel équilibre je trouve. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que du coup, tu vis presque rien, tu vois. C'est à force de parler, à quel moment tu vis vraiment, tu vois, à quel moment tu vas... Alors en plus, on a eu une année un peu chelou à base de Corona, tu peux plus sortir de chez toi et tout. Mais là, en fait, tu vois, là, je me dis, mais putain, ça fait combien de temps que j'ai pas vu mes potes de camp, tu vois.
Et donc là, je vais y retourner, tu vois, et on va se voir, et c'est trop bien et tout, mais à chaque fois que j'y vais, putain, en vrai, j'ai envie de pleurer, tu sais. Genre, à chaque fois que je vais à Caen, je me rebalade dans tous les spots. Les gens qui ont vu comment c'est loin de Orelsan et Gringe connaissent tous ces spots-là. Mais vraiment, je vais dans la mairie, tu vois, je vais dans la mairie de Caen, sur les places et tout, et en vrai, j'ai envie de pleurer tellement je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'aime cette ville, c'est chez WAM, et je prends le temps et tout, tu vois, donc j'ai vraiment l'air d'un code, tu sais, tout le monde me juge, le mec il est en train de chialer, il est en mode, ok, trop bizarre lui, et j'adore marcher et tout, tu vois, et juste prendre le temps, ça me fait tellement du bien. Et donc là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, tu vois. Donc là, et du coup, je sens que je prends tout mal, je suis plus stressé, etc. Mais parce que, mec, on a tous besoin je pense qu'on a besoin de soupapes de décompression, en fait. Tu peux pas bosser toute ta life uniquement avec ton boulot, quoi. C'est ça, on a besoin d'une pause, en fait. Même en plus après une année comme ça. Complètement. Donc là, tu vas prendre cette pause. Je vais prendre cette pause-là. Et avant de prendre cette pause, faut quand même qu'on discute un peu. Ah, dis-moi. Dis-moi. C'est pas fini. C'est pas terminé. Ça faisait grave phrase de conclusion. On va prendre une pause. Salut Ben. J'ai cru. Mais c'est pour ça, j'ai vu ta tête. J'annonce pendant 1 an, je ne serai plus sur YouTube, 0 vidéo. Ah, le titre. Ceci est ma dernière vidéo. Mais oui. Putain. La fin de YouTube, point d'interrogation. Fini pour Ben Never. Non, du tout. Non, je voulais quand même qu'on parle de ton Instagram, frérot. Allez. Tes photos sur Insta, je trouve que c'est une belle manière aussi de déconstruire la masculinité. Ah, c'est cool, merci. Franchement, tu sais que moi j'ai zéro stratégie sur Insta. Et là, j'ai un pote en agence qui m'a contacté il y a pas longtemps en disant, mec, j'ai regardé ton taux d'engagement, il est ouf, il est grave au-dessus de la moyenne de tout et tout. Mais j'étais en mode, ok, j'ai bossé en agence donc je vois de quoi tu parles, mais en fait je m'étais dit je me suis même pas posé la question, tu vois. Et en vrai c'est vrai que j'ai une communauté qui est grave engagée et tout, et surtout je m'étais pas, là on va bientôt arriver aux 100 000 abonnés sur Instagram, tu vois. Pour moi c'est un terrain de jeu, tu vois, c'est juste je montre des trucs, c'est pour aller un peu au-delà, mais je me prends beaucoup moins la tête sur Instagram, tu vois, que sur un contenu YouTube et tout. Mais du coup je commence à me dire aussi que maintenant je commence à parler à des gens, tu vois. En vrai tu vois, un truc tout con, mais quand t'as genre 22 000 personnes qui like une de tes photos, tu fais ok, vois 22 000 personnes devant toi, ok, donc ça veut dire que là il y a un message que je peux passer, tu vois, et tu retrouves la même responsabilité que tu peux avoir sur YouTube et tout, quoi. Et là je commence à me dire ok, donc il y a un vrai truc à faire sur Insta, et moi je suis tellement fan, j'étais photographe avant, tu vois, et là je trouve un vrai plaisir par l'image, tu vois, de comme tu dis, de continuer à partager mes valeurs, mais à travers l'image et plus à travers la parole comme on le fait là, quoi. Mais justement dans tes photos, tu vois, tu fais des shoots où on te voit avec du vernis, où tu portes des crop-tops, etc. Tu essaies vraiment de déconstruire l'image de l'homme. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas ce que tu fais, tu vois, dans la vie, tu portes jamais de vernis, t'as jamais de crop-top, etc. Donc c'est vraiment... En vrai, si, hein. C'est vrai ? Mec, si tu pars en vacances... là, on est en hiver, Ok. donc non. Mais en vrai, si tu pars en vacances avec moi l'été, je suis en... Tu vois, là, on était à Annecy avec des potes, parce que c'était là l'année d'avant, et j'étais en crop top, tu vois. C'est vrai ? Ouais, il fait chaud, je porte des crop tops. Et en vrai, pour moi, les crop tops, j'avais même pas l'impression que c'était un truc politique avant, tu vois. Okay. Genre, en fait, j'en portais, et j'ai 2-3 personnes qui m'ont fait des remarques, mais c'est vraiment plus des meufs que des mecs d'ailleurs. Des trucs de c'est le crop top de ta meuf et tout, c'est un... Pourquoi tu dis ça et en fait j'ai posté ça une fois sur Instagram et j'ai vu la portée politique que ça pouvait avoir, et après tu vois je me suis dit ok, donc on peut vraiment développer quelque chose là-dessus. Mais le vernis, tu vois, j'en ai porté un peu. Alors ouais, tu vois, franchement le vernis j'en porte presque jamais parce que vas-y, flemme, en vrai flemme, tu vois. Mais en vrai il y a plein de trucs que je fais que... Le maquillage, etc. Ouais, et genre tu vois, ça c'est pas, en vrai c'est pas un truc marketing, tu vois. C'est pas genre j'ai vu que le créneau c'était la masculinité, donc je vais faire que des trucs sur la masculinité. Et en fait, c'est des trucs où c'est vraiment moi, tu vois. Ok. Évidemment, c'est un peu exacerbé parce que moi, parce qu'il faut le mettre en image et tout. Tu vois. Moi, je me suis dit, c'est pas que c'est marketing, parce que je pense que ta vision sera jamais comme ça, mais plus, j'ai une plateforme où je peux balancer des messages. Alors certes, on me voit pas dans la rue avec du vernis, mais je sais que certaines personnes aimeraient porter du vernis et aimeraient être libres de le faire. Donc, pour leur donner de la force, pour leur donner de la visibilité à leur combat, etc., je vais m'afficher de cette manière-là. Moi, je le voyais vraiment comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est surtout que je fais ça dans la vie et je me suis dit, mais putain, mais ça, faut que je le monte sur Instagram. Okay. Parce qu'en fait, quand je suis chez moi ou dans la rue, enfin, tu vois, en fait, c'est juste de se dire, là, je peux parler à une vraie audience et montrer ce message-là, là où ça me paraît juste normal dans la rue et que j'ai pas de souci avec ça, tu vois. Enfin, pas de souci, encore une fois, j'ai plein de trucs à déconstruire, hein. La dernière fois, j'étais à Jaurès et j'avais un mini short. Et en vrai, tu sais, j'ai eu un premier truc de regarder et je voyais qu'il y avait 2-3 gars chelous, tu sais, qui me jugeaient et tout. Et j'étais en mode, putain, mais vas-y, je me sens jugé et tout. Et donc, j'ai encore des trucs à déconstruire, évidemment. À cause du regard des autres. À cause du regard des autres. Ah ouais, clairement pas pour moi ce que j'ai envie de porter ou quoi que ce soit, tu vois. Mais non, en vrai, c'est clairement moi. Mais tu vois, il y avait sur le vernis, moi, ça a été un déclic quand on a fait un entre mecs sur le style et qu'Alex Ramirez dit à un moment, le vernis, les crop tops, je trouve qu'il y a un message encore plus politique en tant que mec cis hétéro de faire ça qu'en tant que moi, homme gay, parce qu'en fait t'as l'impression que comme il y a un truc très masculin-féminin, tu vois,
Et en gros, les homosexuels, t'as un truc genre entre les deux, tu vois, genre ah ouais, vous êtes un peu le pan féminin des hommes. Et ben en fait, là où moi je me sentais pas légitime parce que je fais partie des gens privilégiés, où je me disais mais en fait, quelle légitimité j'ai à parler, tu vois, alors que je suis censé pas avoir de problème. Et en fait, c'est encore plus fort parce que ce qui énerve de ouf les mascus, c'est le fait que je suis même pas attaquable sur le fait que je suis homosexuel ou que je sois trans, ou tu sais, il y a pas de poignée. Je suis un homme blanc, hétérosexuel, Et pourtant, je vous cisgenre, emmerde. et c'est ça, et je vous emmerde, tu vois. Et donc, bah, évidemment, certains pourraient se dire, ah, c'est une récupération, tu vois, il se met dans un combat où en fait, il y a déjà d'autres gens qui essaient de se mettre, des minorités et tout. Mais pour moi, en fait, c'est encore plus fort de me dire que, encore une fois, je me sers de ce privilège-là pour dire, écoutez, vous pouvez pas m'attaquer sur tout ce que vous attaquez d'habitude, donc allez-y, on parle vraiment du fond du problème, tu vois. Et tu disais que plus petit, du coup, tu avais eu un retard hormonal Ouais. et que ça avait pu causer certains complexes. Mm. Et aujourd'hui, on voit que tu déconstruis totalement ton image. Tu vois, tu as fait un photoshoot de nu il y a 2 ans de ça. Ouais. Aujourd'hui, voilà, tu t'affiches fièrement, en fait. À quel moment tu as eu le déclic de dire je m'accepte totalement comme je suis? Je crois qu'il n'y a pas eu un déclic en vrai. En vrai, je sais même pas si je m'accepte encore totalement comme je suis aujourd'hui, tu vois. Mais en tout cas, c'est clair que j'ai eu des périodes de complexes énormes. Mais en gros, moi, j'ai été diagnostiqué c'était vers 6 ans. Vers 6 ans, en fait, on a vu ma courbe de croissance et on a vu que, en gros, tu as une courbe normale et moi, on voyait que ça commençait à baisser, tu vois. Donc, j'ai fait une batterie de tests et donc, en fait, on a vu que pour que mon hormone de croissance fonctionne normalement, donc pour que normalement je reprenne une espèce de croissance plus ou moins normale, il fallait que j'ai un traitement hormonal. Donc, je me suis piqué pendant 6 ans. En gros, tu as une piqûre tous les jours à te faire et tout, mais avant ça, tu as 3-4 ans de tests en hôpital et tout, donc en vrai ça a été des périodes un peu compliquées, tu vois. Et surtout c'est une période où tu te construis avec la masculinité des autres gamins, où moi je savais déjà que j'étais hétérosexuel, donc tu veux aussi plaire aux filles, et où en fait tu corresponds pas du tout à ce que les mecs veulent accepter en tant que mec, et à ce que les meufs hétérosexuelles veulent accepter chez les mecs, tu vois. Et donc du coup j'ai vécu jusqu'à... en vrai mec, j'étais plus petit que tout le monde jusqu'à mes 17 ans, tu vois. Et du coup... Du coup, j'ai été hyper complexé par ma taille. Là où en vrai, aujourd'hui, je fais 1m69, donc tu vois, je suis pas hyper grand, mais en fait, j'ai vraiment aucun souci avec ma taille aujourd'hui. Et surtout, je trouve que ça a été une force parce que tout ce qui m'est arrivé, ça a fait qui je suis aujourd'hui et ça m'a fait développer des trucs, d'autres trucs, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, on va me vanner sur ma taille, je vais refaire une double vanne, tu vois. Et j'ai appris plus des trucs autour de la répartie, autour de tout ça. J'ai pris beaucoup de recul sur plein de choses. Le fait que je sois maigre aussi, tu vois. En vrai, bon, là, j'approche des 30 ans, donc je commence à prendre un peu plus de poids. Mais le fait que j'étais hyper maigre pendant très longtemps, et pareil, tu vois, je vivais hyper mal ça. Et j'arrive pas à savoir s'il y a eu un moment, tu vois, où il y a eu un déclic où je me suis dit, ah, mais en fait, je m'accepte de ouf. Parce que je crois que c'est à partir des moments, c'est comme, tu sais, la confiance en soi. Il y a trop de gens qui me demandent de faire une vidéo sur la confiance en soi. Et pour moi, il n'y a pas de formule de confiance en soi, tu vois. J'ai l'impression que tous les conseils, c'est des trucs où t'es obligé de vivre les expériences, en fait, pour avoir confiance en toi. Et t'as pas une formule magique, sinon tout le monde aurait confiance en lui. Mais je crois qu'en fait, pour moi, le vrai truc que j'ai trouvé pour avoir confiance en moi, c'est de faire des choses. Tu testes étape par étape, tu fais plein de trucs. Et je crois que c'est la succession de plein de choses que j'ai testées qui font que j'ai renforcé ma confiance en moi aujourd'hui, tu vois. Et que je suis plus à l'aise avec mon corps et avec tout ça, quoi. Des peurs que tu as affrontées. Complètement. Bah, de ouf. C'est exactement ça. Mais est-ce que tu trouves aussi que dans le regard des gens, du coup, le fait que tu t'acceptes plus, ça a pu les faire évoluer De ouf, bien sûr. Parce que les gens qui s'acceptent et qui ont confiance en eux n'ont pas le même aura que quelqu'un qui ne s'accepte pas. Et c'est pour ça que tu as des gens qui sont magnifiques, qui remplissent plein de codes de canons de beauté, tu vois, et qui en fait ne plaisent pas aux gens, mais pas forcément de manière amoureuse, tu vois. Vraiment, je parle professionnellement, etc., tu vois. Mais qui ont des belles valeurs, qui ont des beaux trucs et tout, mais en fait qui ont tellement peu confiance en eux que tout ça, tu le vois pas. Tu sais, moi j'avais un espèce de truc où, tu vois, moi j'ai le nez cassé, je complexais vachement sur mes oreilles, etc. Je savais que je remplissais pas les canons de beauté, tu vois. Et je comprenais pas comment des mecs comme Vincent Cassel, où tu vois, où il y a plein d'autres gars comme ça qui plaisaient de ouf aux meufs, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu regardes leur visage, tu vois, c'est des gueules cassées, tu vois. C'est des mecs où en fait ils remplissent pas, c'est pas Justin Bieber, tu vois. C'est pas le visage parfait, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que la grosse différence, c'était ce qu'on appelle le charisme. Et c'est cette aura, en fait, c'est ce sentiment de confiance en soi qui fait que t'as l'impression d'avoir quelqu'un qui est aligné avec plein de trucs en lui. Et du coup, en fait, tu deviens beau et attirant pour les gens de manière générale, quoi. Donc moi, ouais, en fait, plus j'ai eu confiance en moi dans ma vie, plus j'ai plu aux gens. De manière amicale, de manière amoureuse, professionnelle, etc., quoi. Ah, j'ai vu, il y a une meuf qui a mis sur Tinder, vu que je n'aurais pas Ben. C'est vrai, ouais. Je crois que c'était comme Ben Never n'est pas disponible ou un truc comme ça. Je tente ma chance sur Tinder, un truc comme ça. Ça flatte l'enfant que t'étais? Oui, après, en vrai, comme je te dis, en vrai, moi, je prends... Oh, ça m'a fait rire, en vrai. Je crois que je l'ai partagé en story. Ça m'a vraiment fait marrer. Mais après, tu vois, je le prends pas personnellement dans le sens où, encore une fois, c'est une image, tu vois. C'est l'image que les gens ont de moi, tu vois. C'est vrai? Genre les meufs qui te kiffent via tes vidéos, ça te flatte pas? Non.
En vrai, non. Franchement, au début, oui, parce que tu sais, tu es en mode, ouais, tu sais pas ce qui se passe et tout. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai clairement conscience que. Alors, moi, tu vois, je mens pas à ma communauté, je suis vraiment. Je joue pas un personnage, tu vois, mais je sais que les gens ne me connaissent pas fondamentalement, tu vois. Ils voient en moi ce que j'essaie de démontrer, mais en vrai, tu sais, si les gens ils me voyaient en calbut chez moi, au moment où je m'énerve sur un kemé, tu sais, où je m'énerve sur un truc, en mode putain, tu vois. Mais en fait, tu vois, il y a plein de gens qui s'imaginent pas que je peux être comme ça, et en vrai, c'est parce que je suis humain, et je pense qu'il y a plein de phases qu'on voit pas en vidéo, mais comme tous les influenceurs, tu vois. Sur Insta et compagnie, tu vois, il y a plein de pans de la personnalité que tu vois pas des gens, et du coup, tu t'idolâtres un peu ce truc-là, tu vois. Toi, t'as l'impression que les gens aiment une image de toi, mais qui est Ouais. pas fidèle au Ben de tous les jours. En tout cas, qui est une parcelle de moi, tu vois. Et pour moi, c'est pas des, tu vois, je suis pas pote avec ma communauté, tu vois. On partage des valeurs communes et c'est cool, tu vois. Et je montre des choses où j'ai envie de me sentir utile et j'ai envie de transmettre des messages, mais j'ai pas envie de dire regardez-moi et acceptez-moi comme je suis, tu vois. Parce C'est quoi que la parcelle que tu montres pas? mais il y a plein de trucs en vrai, tu vois. Mais rien que le fait qu'on voit pas ma famille, qu'on voit pas ma meuf, je me filme hyper rarement chez moi aussi. Tu vois, il y a pas ce truc-là. C'est pour ça qu'on est en studio ou quand je fais du vlog, tu vois, je fais pas du vlog pur, tu vois, où je montre ma vie, etc. Tu vois, parce que je veux pas qu'il y ait un truc de voyeurisme où là en fait, et là aussi tu mens un peu aux gens parce qu'en vrai, dans tes vlogs, tu fais croire que t'es heureux alors qu'en fait tu t'éteins la caméra et t'es crevé, tu vois, il fait chier, tu te fais des vieilles pattes et tout. Tu vois. Mais en vrai, tu vois, c'est pas comme mes potes qui me connaissent de ouf, qui savent par quoi je suis passé, qui savent mes moments de doute, avec qui je peux me confier et tout, tu vois. Moi, si un jour j'ai des doutes énormes, je vais jamais faire une story sur un doute que j'ai, tu vois. Sauf si c'est un truc qui peut faire avancer et que c'est un truc public et que c'est en rapport avec une vidéo que je fais et tout. Mais jamais je vais faire bon, la team, aujourd'hui ça va pas très bien, parce que voilà, je me suis fait quitter par ma meuf, ou tu vois. Jamais je ferai ça, tu vois, parce que pour moi, tu fais rentrer dans une autre sphère et c'est pas ce que j'essaie de faire dans mon taf, quoi. Donc ça veut dire que le fait que les gens t'aiment aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui booste ton ego en fait. Non, complètement pas. Non, moi, après, ce qui va me booster, c'est que le fait que mon discours fasse du bien à des gens. C'est plus ça, tu vois. C'est là où je me sens utile, où je me dis, ah cool, parce qu'en fait, se faire idolâtrer, t'es pas utile en te faisant idolâtrer par des gens, tu vois. Ça flatte uniquement ton ego, et tu crois que tout le monde t'aime et que t'es génial. Je crois que c'est le meilleur moyen de finir avec un boulard énorme et de se croire un peu tout permis sur plein de trucs, et finir par prendre les gens même pour des cons, tu vois. Mais par contre, moi, ce qui me fait grave du bien, c'est le fait que les gens me disent à chaque vidéo, ça m'a fait grave du bien ce que t'as dit. J'en ai discuté avec mes potes, j'en ai discuté avec ma famille, ça a débloqué des trucs, tu vois. Est-ce que, à force justement de recevoir ces messages, on s'habitue pas un peu? En vrai, c'est par période. En vrai, il y a un moment où j'étais pas blasé, mais tu sais, où je me disais, je recevais je recevais plein de commentaires hyper cool et tout, et je me disais, ah putain, ça me fait plus les mêmes vibrations qu'avant, tu sais. Au début, j'étais en mode, oh putain, ça aide tellement de gens, c'est trop bien. Et en fait, forcément, tu t'habitues, mais comme tout, tu vois. Je pense que moi, j'habitais à la plage, à Ouistreham, tu vois. En vrai, tu vas à la plage tous les jours, t'as pas les mêmes trucs de, waouh, la plage et tout, tu vois. Donc, il y a un moment où tu t'habitues. Mais franchement, il y a des périodes et il y a des vidéos qui me tiennent plus à cœur que d'autres aussi. Tu sais, il y a des messages, alors le entre potes que j'ai fait là sur comment ça va vraiment. Là, le nombre de messages que j'ai reçus m'a vraiment touché, tu vois. Où j'ai revécu ce truc-là. Mais en effet, tu peux pas être à fond tout le temps, tu sais. Tu peux pas être. En vrai, si à chaque fois je suis en mode, je m'en remets pas sur chaque message que je reçois, en vrai, tu sais, j'arrête de. Tu vois, c'est humainement impossible, tu vois. Mais du coup, le plaisir, tu le trouves comment maintenant? Ça doit être de plus en plus difficile d'être content. Ouais, en vrai, ouais. Mais parce que je le trouve plus dans les expériences que je vais partager sur un plateau, les gens que je vais rencontrer, etc. Tu vois. Mais par contre, ça me fait toujours autant plaisir quand je me fais arrêter dans la rue et que j'ai un truc. Parce que je pense qu'il y a un truc humain directement et l'empathie est plus facile à avoir avec un être humain où tu vois un peu son aura, tu vois, il y a un truc d'humain à humain. Où là, j'avoue qu'à chaque fois que je me fais arrêter dans la rue et que c'est des gens trop cool et qui me disent à quel point, mec, c'était il y a maintenant un petit moment, mais. Ça m'est arrivé 2-3 fois le soir, tu sais, dans Paris, je me balade et d'un coup, t'as des gens qui se mettent à pleurer en me voyant, tu vois. C'est vrai? Et là, t'es entre le « ah, c'est stylé », en même temps, c'est un peu flippant, parce que là, t'as un espèce de truc. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que les gens m'aimaient pas moi, mais aimaient l'image que j'étais, tu vois. En mode, tu vois, si tu croises un pote, tu vas pas pleurer parce que t'es trop content de le voir, tu vois. Mais ça, c'est trop touchant, en vrai, quand les gens te disent « ah, mais voilà », les gens qui, eux-mêmes, de face à face, viennent me voir dans la rue et disent « bah voilà, je t'explique, moi… ça fait 7 ans que je suis en couple. J'ai eu ça, un mec qui m'a dit, écoute, ça fait 7 ans que je suis en couple avec ma meuf et c'est elle qui regardait entre mecs. Au début, je voulais pas regarder. Finalement, je me suis mis à regarder. C'est devenu un peu notre rendez-vous. Et en fait, on était sur la fin de notre couple parce qu'on n'arrivait plus à parler. Et en fait, ces échanges-là nous ont ouvert à des discussions sur plein de choses. Ah, trop Et bien. on a débloqué des trucs et ça a donné un second souffle à notre couple, tu vois. Et là, je me dis, mais c'est trop bien parce qu'en fait, c'est pas moi en termes d'ego, tu vois. J'ai proposé un C'est contenu mon qui a Ouais. débloqué des choses, mais après, c'est les gens qui font le taf chez eux, eux-mêmes, tu vois. On est en 2021. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, l'année a été sombre.
Oh là là. Elle a Ouais. été très très sombre. Du coup, on nous souhaite quoi pour 2021? À nous tous. Putain, moi j'espère qu'on va. En vrai, qu'on va garder du lien entre nous, quoi. Je crois que ça a été le plus compliqué en 2020 où on était tous très isolés. Et ça a été hyper compliqué d'être tous soudés, etc. Donc j'espère vraiment que là, on arrive sur une période où on va apprendre un peu de tout ça et qu'on va se dire cool. Et puis reprofiter des petits moments, tu sais. Je crois qu'on était tous un peu blasés de plein de petits moments. Et comme on en a tous été privés, on s'est rendu compte, tu sais, de ce truc-là, des trucs. Mais moi, tu sais, je marchais 3 heures par jour. Confinement, tu peux plus marcher, tu sais. Tu marchais 3 jours par jour. Ouais, moi j'adore. Le matin ou le soir, je C'est marche vrai là, je marche dans Paris, je vais marcher 3 heures, tu sais, mais je sais pas où je vais, mais je marche pendant 3 heures. Ok. Et parce que ça me fait réfléchir, du coup ça me fait travailler. Je travaille aussi en même temps parce que c'est là que j'ai des idées, des trucs. Et là, mec, de plus pouvoir le faire, je me suis rendu compte à quel point j'aimais marcher en fait, tu vois. Juste ce truc tout con, tu vois. Mais comme t'as des gens qui adorent aller au ciné, en fait, bah ils y allaient tout le temps, tu sais plus. Le restaurant, tu sais, le restaurant, aller dans un bar, tu sais, quand ça devient une habitude, et là, le fait de plus pouvoir y aller. Donc j'espère qu'on va juste aimer le fait de se retrouver entre nous et de pas être blasé des petites habitudes qu'on a qui nous, en fait, nous font kiffer, quoi. Merci Ben. C'était un plaisir. C'est un gros kiff. Franchement, Je sais pas c'était si on trop a le bien. droit de faire ça. Bah, on peut le faire à distance. Ah, yes. Bam, allez. Et tu fais passer ton enfant ou tes enfants avant toi. Ben moi, père au foyer, gros. Trop chaud. Est-ce que là, aujourd'hui, vous diriez que vous êtes des bons pères ?